Alors, vous voyez bien, donc je lance le débat en disant que je vais parler des politiques des architectures techniques et que nous allons examiner le cas de la 6G. Et on me dit dans mon oreillette que j'ai dû me tromper de génération parce qu'en réalité, c'était de la 5G que je devais parler. Là, c'est très embêtant parce qu'en réalité, ce sera un des éléments de mon argument, c'est que je pense que nous arrivons un peu tard pour le débat sur la 5G. Cela dit, pas complètement trop tard. Et donc, au moins une des leçons à retenir, c'est qu'il faudrait peut-être s'y prendre un peu plus tôt pour la 6G qui est déjà annoncée, qui est déjà dans les tuyaux, qui est déjà débattue dans certains cercles restreints. Et donc, il est bien temps de ne pas procéder comme nous avons procédé pour le débat sur la 5G, parce qu'il y a matière à débat, c'est mon point de vue, matière à débat sur plusieurs aspects, dont, comme je l'ai dit, je ne soulèverai pas tous les aspects, puisqu'il y a d'autres experts demain qui le feront. Alors, je vais dire donc le cas de la 5G, et puis aussitôt, je vais dire, eh bien non, ce n'est pas la 5G, ça va être quelle 5G, puisqu'effectivement, il y en a plusieurs. Donc, c'est un peu le principe de toutes mes interventions et de mes travaux aussi, c'est de montrer à quel point nous sommes souvent prisonniers et embarqués, je vais dire, par un certain nombre de choix techniques et de dispositifs de décision qui sont totalement opaques et qui ne rendent pas compte du fait qu'il y a toujours plusieurs possibilités et qu'il n'y a pas ce rouleau compresseur de l'innovation du numérique qui serait orienté dans un seul sens et toujours le même. Et de fait, c'est cela qu'il faut vraiment rétablir pour essayer de récupérer une forme de maîtrise ou tout au moins de contrôle, j'allais dire, par les citoyens, d'une part, et puis par l'ensemble des parties prenantes, de ceux qui sont intéressés par cette question-là. Or, nous sommes vraiment en déficit de ce point de vue de structure pour cela. Et c'est pour cela qu'il faut déjà prendre le temps de montrer qu'il y a plusieurs possibilités et de ne pas céder aux injonctions de décisions immédiates, toujours plus urgentes. Et vous voyez que le titre, c'est politique au pluriel, parce qu'il y a des façons de faire des 5G différentes. Alors pour ça, je vais revenir sur un cadrage un petit peu en amont. Et petit à petit, vous verrez qu'on va descendre petit à petit vers le spectre des radiofréquences, les types de 5G, etc. On va descendre petit à petit. Mais au départ, je vais partir sur la question des architectures techniques plus globalement et même avant en termes de méthode, parce que c'est ce que j'utilise depuis pas mal d'années, depuis au moins une quinzaine d'années, et que j'enseigne aussi et que mes étudiants pratiquent. Et du coup, il se trouve que je pense que ça marche un peu. Bon, c'est pas c'est réducteur comme toutes ces méthodes-là, mais en même temps, c'est intéressant. Elle s'appelle Cosmopolitique parce qu'elle est effectivement en lien avec une revue que nous avions créée avec Bruno Latour qui s'appelait Cosmopolitique au pluriel et que nous avons arrêté en 2012, mais qui a publié pas mal de travaux dans tout un tas de domaines, dans cette connexion entre les questions de sciences sociales et les questions écologiques en général. Et c'est principalement autour de cela qu'effectivement la revue a publié. Dans cette présentation-là, je ne vais pas insister beaucoup sur ces questions-là, écologiques, puisque en réalité d'autres intervenants le feront, mais il est clair que vous comprendrez tout de suite que comment tout cela peut en faire partie. Donc l'idée, c'est d'avoir une méthode pour essayer d'explorer méthodiquement les possibles de l'innovation et justement nous obliger, comme toutes les méthodes de créativité, elles proposent une forme de contrainte qui est la condition même de la créativité, comme vous le savez, quelquefois, il faut effectivement s'obliger à s'exercer, à ouvrir des possibles, à ouvrir des supposées boîtes noires. C'est exactement ce que cette méthode propose. Alors, je vais être très bref sur l'arrière-plan parce que sinon ça nous prendrait des heures, mais c'est effectivement l'idée qu'il y a deux axes que je combine. L'un est issu des travaux de Bruno Latour sur le modernisme comme détachement de l'ensemble des attachements que nous avons traditionnellement, c'est-à-dire précisément liés à la tradition, avec un ensemble qui peuvent être au moment de l'émergence du modernisme, je l'ai dit, à partir de la Renaissance, eh bien, ça pourrait être effectivement lié aux religions, et justement comment petit à petit, avec les sciences et les techniques, ce mouvement de détachement, et bien entendu, avec l'esprit des Lumières, tout cela s'accentue. Ce mouvement-là, c'est le modernisme, c'est quelque chose qui nous pousse en permanence à nous détacher, qui politiquement est présenté comme l'émancipation d'ailleurs. Et donc ce mouvement-là, c'est pas rien, c'est ce qui constitue nos sociétés contemporaines et qui continue à nous pousser. Mais il se trouve qu'il y a un autre axe qui mérite d'être combiné parce qu'il va rendre compte d'une situation qui s'est un peu complexifiée,
c'est le fait que la science, en l'occurrence, qui était aussi sur lequel Isabelle Stengers, que vous connaissez très bien, évidemment, eh bien, qui est absolument essentielle sur la question des cosmopolitiques, puisqu'elle a publié un ensemble de recueils là-dessus qui sont absolument passionnants, eh bien, son travail aussi m'a permis d'en extraire un élément, parce que c'est très riche, c'est l'idée que dans l'activité scientifique, qui est supposée nous donner des faits, parce que c'est un peu ça que la société, entre guillemets, attend quelquefois, nous donner des faits, c'est-à-dire des certitudes. En réalité, toute l'activité scientifique, la science en train de se faire, comme dit Bruno Latour, est en réalité en permanence en conflit avec une façon de recréer de l'incertitude, soit en recréant du débat et de la controverse, même à l'intérieur même de son activité, soit aussi par le fait qu'elle introduit l'incertitude comme un des éléments désormais de ses modèles même, quand on parle de physique quantique par exemple. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être pris en compte du point de vue de l'activité scientifique, mais quand on le transpose dans la vie sociale, on se rend compte que c'est assez utile parce que c'est ce que nous expérimentons tous les jours. Alors, sans parler de la situation du Covid, effectivement, où là, on est dans l'incertitude totale. C'est une expérience collective absolument extraordinaire du fait que certains voudraient pouvoir dire on va revenir à des certitudes. Mais oui, mais le problème, c'est que même du point de vue de la science, elle ne peut pas produire à volonté des vérités, des faits, des choses stables, certaines. Elle est en permanence en train de se faire devant nos yeux et du coup, nous sommes tous embarqués dans ce même process. Donc, cette expérience collective est vraiment très intéressante pour ça. Sommes-nous capables, collectivement, de vivre en situation d'incertitude? On voit bien que c'est compliqué, c'est difficile à supporter. Donc, la tension qu'il y a entre incertitude et certitude, eh bien, elle est un peu normale. Ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait ordinaire et puis c'est le sens de la vie contemporaine. Non, c'est plus compliqué que ça. Et cette tension-là, ces quatre tensions, ces deux tensions avec ces deux axes que je présente, sont donc un appel aussi à une forme de tolérance sur notre diversité, selon les cas d'ailleurs, selon les situations, selon les problèmes, puisque nous n'avons pas toujours une position qui tire d'un côté ou de l'autre. Selon les problèmes, ça peut être différent. Et donc, quand on le traduit en termes plus anthropologiques, si vous voulez, et un peu historiques quand même, parce que là, c'est une vision un peu historique de l'affaire, qui ne doit pas être, ne doit pas ne doit pas se réduire à cet aspect-là. Évidemment, vous avez toujours ceux qui vivent mieux dans un rappel à la tradition, et les uns et les autres, nous sommes régulièrement embarqués dans ce rappel à la tradition, ne serait-ce que quand on fête Noël ou des choses comme ça. Bon, ben voilà, on n'a pas mis tout ça à la poubelle tout d'un coup. Et puis de l'autre côté, ceux qui tirent plutôt du côté du modernisme, et selon les problèmes, ce ne sera pas les mêmes, et nous serons éventuellement nous-mêmes tiraillés d'ailleurs. Et puis enfin, excusez-moi, j'entends du monde. Merci de couper vos micros. Et d'autres qui désormais, depuis le modernisme lui-même, a été mis en cause et dépassé d'une certaine façon dans cette forme de relativisme. Alors là, la période actuelle est tout à fait claire pour ça, c'est-à-dire que bien, les réseaux sociaux, c'est l'objet de mon livre effectivement aussi, sont ceux qui ont amplifié ce relativisme-là, avec les avantages que ça représente, parce que ça permet de distribuer la parole, d'ouvrir le chapeau, disons, la chape, quelquefois, qui avait les autorités sur la façon de parler. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on voit bien qu'on peut aussi générer des effets de relativisme, c'est-à-dire où tout se vaut, où il n'y a plus de démonstration ou d'appui sur une expérimentation et la construction scientifique des faits qu'on connaissait. Désormais, c'est totalement autre chose, c'est des confrontations d'opinions, etc. Donc, mais toutes ces positions-là, elles existent, elles sont en tension dans tous nos débats, sur tous les sujets. Vous les retrouverez sur la 5G comme sur tout le reste. Et donc, il y a tout un tas de gens qui vont tirer dans un sens, et il n'y a pas, le principe de la boussole cosmopolitique, c'est de ne pas juger a priori les uns ou les autres et de ne pas les disqualifier a priori, mais de comprendre ce qui, dans chacune des positions, peut être intéressant pour proposer précisément un quatrième cadran qui est vide là, de fait, mais qui serait celui des cosmopolitiques d'une certaine façon. Alors, pour vous donner un exemple aussi qui nous permettra de nous mettre en ligne justement sur l'exemple du temps, la tradition, ça paraît un peu étonnant de se dire, bah oui, mais le temps, on sait ce que c'est. Bien non, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de voir les temps, j'allais dire, et d'expérimenter le temps. Le temps cyclique, c'est celui de la tradition, où effectivement ça revient, les saisons reviennent, mais tout le reste aussi, nos rituels sociaux reviennent, et ça fait partie des choses très importantes, on ne peut pas s'en débarrasser comme cela.
Le progrès, lui précisément, il a été capable d'orienter le temps vers une direction en disant nous allons vers une émancipation ou vers du développement, vers de la croissance, etc. Tous ces termes qui sont toujours orientés, vous voyez. Donc, on n'est pas du tout là dans une politique de, on reste sur place, j'allais dire, où on répète des choses. On doit au contraire s'en libérer pour aller dans une direction qui améliorera, bien entendu, le sort de l'humanité, en théorie comme ça. Bon, on se voit bien que c'est depuis la crise écologique, vous voyez que c'est un peu plus compliqué, quoi. Ça n'a pas forcément exactement été, ça n'a pas fourni exactement tous les résultats attendus. Et puis vous avez aussi le moment que nous vivons, très souvent, nous sommes centrés sur l'événement, c'est-à-dire juste des instants, le temps instantané, et on va valoriser ça sur le fait, moi je travaille beaucoup sur les questions des propagations, justement, et donc tout le buzz dont on parle, par exemple, ne réagit que comme ça fait des grands pics, puis ça disparaît aussitôt. Il y a un sujet qui émerge, quelquefois 24 heures, et 24 heures après, il a disparu. Donc, nous vivons aussi ces moments-là. Je travaille aussi beaucoup sur les événements urbains, le fait que nous partageons des moments forts. Ce n'est pas pour ça que ce sont des choses significatives sur le plan des structures sociales, certes, mais c'est aussi quelque chose qui fait le social, et donc on ne peut pas le négliger, et on ne peut pas le disqualifier a priori. Et puis, il y a une idée intéressante, assez étonnante, c'est quand même que la science a été capable de mettre ça en place. C'est d'une certaine façon ce que j'appellerais un temps réversible, ce qui paraît un peu bizarre quand même. Eh bien, c'est l'expérience, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on avance, on construit sur une hypothèse, on la met à l'épreuve, et si nécessaire, eh bien, on revient en arrière et on réarrange les conditions d'expérience parce qu'on doit rendre plus robuste cette élaboration des faits. Cette idée de l'expérimentation, il faudrait plutôt dire que l'expérience, mais ça permet de l'extraire du domaine scientifique pour dire que nous aussi, dans les sociétés en général, nous devrions être capables aussi de faire des expériences et de revenir en arrière pour retenter une autre solution. J'avoue que ce principe de l'expérimentation, ce n'est pas forcément très facile à mettre en place dans les politiques publiques, par exemple, ou même dans les entreprises ou dans les stratégies de recherche, etc. Et pourtant, c'est ça que nous pourrions apprendre de la science aussi. Alors, je fais référence aussi à quelqu'un d'autre qui emploie un modèle qui n'est pas un modèle orienté selon la boussole cosmopolitique, mais qui est très important. Et ça, pour les étudiants, je pense que si vous n'avez pas lu les SIG et que vous vous intéressez aux questions de communication et aux questions de médias et aux questions de technologie et de choix technologiques, il faut vraiment lire les SIG, dans son livre Code 2.0, c'est effectivement là où il forge cette expression que vous avez sans doute entendue, elle, qui s'appelle Code is Law. Et Code is Law, ça ne veut pas dire qu'il affirme que le code est la loi, et puis c'est terminé. Il est juriste. Donc lui, au contraire, il essaye de montrer comment il y a plusieurs dimensions sur un problème donné. Eh bien, on peut essayer de le résoudre traditionnellement en élaborant une régulation, élaborant même une loi. Et ça, c'est effectivement, et donc en produisant du droit, et c'est très important. Et pour lui, il considère qu'on a précisément besoin de ça en ce moment sur l'Internet, mais on a vraiment, là, il y a un enjeu très important. Mais vous savez bien que ce n'est pas tout ça qui permet à une société de tenir. En même temps, il y a des normes. C'est-à-dire que dans la façon de se comporter sur les réseaux ou dans la façon de se comporter dans la rue, même, comme disait Goffman sur la présentation de soi, ben, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles au sens légal du terme. Il n'y a que des normes, c'est-à-dire que petit à petit, on anticipe les signaux, les perceptions des autres et on interprète les signaux des autres et on finit par produire quelque chose où on s'adapte. Et petit à petit, ça se tient comme ça. Évidemment, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un quartier à l'autre, quelquefois, ce ne sera pas tout à fait pareil, parce que les normes ne seront pas identiques. Et ça, c'est la vie sociale par excellence. Puis, dans le cadre justement de ce modernisme qui a été poussé vers l'extension du domaine du marché et la prise en main quasiment du destin de ce modernisme par l'économie, ce qui est une opération historiquement datée, très artificielle, que Polanyi a très bien démontré, eh bien, vous avez toujours, malgré tout, ces effets de marché, ces enjeux de marché qui font que, ben oui, quand vous avez des prix, quand vous avez de la compétition, quand il y a des avantages et des perceptions de préférence par les individus, eh bien, il y a des choix qui sont faits et qui vont orienter les choix techniques même d'une façon différente. Et donc, on ne peut pas les négliger. Mais ce que dit Lawrence Lessig, c'est effectivement qu'il y a aussi l'architecture elle-même qui, au moment où même on décide d'un type d'algorithme, d'un type de fonctionnement et de décision, puisque maintenant, y compris, on a dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, on a beaucoup d'équivalents de décisions qui sont prises.
bien, en réalité, elles sont encapsulées dans les algorithmes, elles sont présentes soit dans les algorithmes, soit dans les interfaces, soit dans la façon d'utiliser les systèmes, etc. Eh bien, une fois que c'est installé, eh bien, ça a un effet de loi, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire autrement. Donc, lui, il disait déjà en 2000, effectivement, en 99, quand il a écrit, qu'effectivement, le problème, c'est que toute l'architecture d'Internet a été petit à petit orientée, en particulier depuis 1995, elle a été orientée délibérément vers la commercialisation de l'ensemble de ces ressources et de l'ensemble des contenus qui sont là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un biais, d'une certaine façon, qui oriente, qui fait loi, au sens où il nous force à rentrer dans ces logiques marchandes, plus que ça ne devrait. C'est pas qu'il dit qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais il dit que ça finit par envahir tout le reste. Et donc, il est temps de réinvestir le champ de la loi. Il disait ça en 2000. Hein. Vous voyez le chemin qui a été parcouru et le peu qui a été fait de ce point de vue, il faut bien le reconnaître. En ce moment, la Commission européenne est en train de prendre en main cette affaire avec le Digital Service Act notamment, mais on voit bien que c'est encore très timide de mon point de vue. Bon, voilà juste pour vous montrer comment, là aussi, il y a une façon de combiner plusieurs points de vue, parce que c'est ça la vision pluraliste des choix d'architecture technique. Et effectivement, il faut être capable d'associer, de composer les différents choix à partir des différentes propriétés qui ne sont ni l'une mieux que l'autre. Il se trouve que nous vivons socialement dans un monde un peu plus compliqué que seulement le diktat de la technologie d'un côté ou la toute-puissance de la loi et des États de l'autre. Tout ça est très mêlé et c'est ça qui est important. Alors, venons-en à un exemple sur les architectures techniques, et puis petit à petit, on va venir aux questions des fréquences et puis aux questions de la 5G. J'espère que je ne vous fais pas trop languir de ce point de vue. Donc, les architectures techniques, si je veux mobiliser les boussoles, je vais vous donner un exemple, par exemple, dans ce cas, qui est un peu historique là aussi, mais bon, j'aime bien cette partie historique. Dans mon livre Sociologie du numérique, il y a une très grosse partie historique parce que ça nous permet de comprendre que ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on est étudiant, évidemment, on a baigné dans un certain type de numérique. Et c'est un certain type de numérique bien circonscrit. Historiquement, ça aurait pu être autrement. Il se trouve que maintenant, nous y sommes, mais ce n'est pas pour ça que demain, ça sera la même chose. Ça rouvre des possibles, vous voyez, c'est ça l'intérêt, c'est de nous donner aussi une possibilité, quand on fait ce recul historique, ça nous permet de dire, bah oui, mais là, il y a eu des bifurcations, et bien nous pouvons aussi encore faire des bifurcations. Nous ne sommes pas condamnés à une seule voie, qui serait une tradition, une voie du progrès complètement autonome. Hein. Donc, je prends un exemple que certains qui ont mon âge ont connu, effectivement. Par exemple, dans les villes, hein, quand on gouvernait une ville, eh bien, il y avait, il y a toujours d'ailleurs, il y avait avant, uniquement, quasiment, avant l'informatique personnelle, donc avant les PC, eh bien, il y avait des AS400, par exemple, pour prendre un exemple commercial, d'IBM, puisque c'est eux qui équipaient les villes énormément. Eh bien, c'est ce qu'on appelait des mainframes, c'est-à-dire de très gros ordinateurs avec des capacités de calcul qui maintenant nous paraissent un peu limitées, mais qui à l'époque étaient très importantes et qu'il fallait partager parce que c'était eux au centre qui avaient toutes les capacités de calcul et les terminaux, ils n'avaient aucune capacité de calcul embarquée. Donc, quand vous avez un terminal, vous avez juste un écran et un clavier, et puis c'est tout, une liaison de réseau. Et à ce moment-là, ben, vous étiez obligé de partager le temps de calcul, c'est ce qu'on appelait le temps partagé à l'époque, mais c'était des réseaux fermés d'ailleurs, hein, il n'y avait pas de communication forcément. Il y avait un peu de communication dans certains réseaux, mais ça ne s'étendait pas comme était Internet, puisque Internet, c'est seulement 74 où les principes sont énoncés, et puis c'est seulement réellement à partir du moment où il va y avoir le web en plus, le protocole du web qui va être en plus mis en place, là il va se trouver étendu largement. Mais dès les années 80, il y a une autre architecture qui s'est mise en place, celle qu'on appelle client-serveur. Vous voyez, client-serveur, c'est celle qu'on connaît encore, toujours, majoritairement. Et quand vous créez votre site web, eh bien, vous pouvez, ce n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez très bien votre machine va être serveur. Et donc, il y a un petit rapport de centre à périphérie, certes, parce que les autres machines sont en tant que serveur, sont en tant que client, mais les autres clients, eux, ont une capacité de calcul locale. Et donc, les protocoles vont permettre justement de distribuer qui calcule quoi, etc. Évidemment, vous voyez à ce moment-là comment ça permet une explosion des architectures, une diffusion, une décentralisation, voire même une distribution, qui était le principe d'Internet au départ. Donc, effectivement, on distribue le réseau parce qu'il y a des capacités de calcul un peu partout. Donc, c'est ça qui est très important.
ce client-serveur, il est une architecture dominante encore maintenant, sauf qu'entre-temps, il y a encore une autre architecture qui est apparue. Je ne fais pas l'histoire de comment c'est apparu, mais c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer. Et là, le peer-to-peer, vous en avez entendu parler certainement, et là, vraiment, c'est la distribution des capacités de calcul et des ressources et des documents et de l'ensemble des contenus qui sont proposés, mais c'est quelque chose qui est vraiment une architecture distribuée. Alors que client-serveur, vous voyez bien qu'il y a une asymétrie. Il y en a un qui est serveur quand même. Bon. Et puis maintenant, nous en avons une autre, eh bien, c'est le cloud computing. Et le cloud computing, effectivement, c'est celui qui est qui reconstitue à partir des centres de données, de gros centres de données, eh bien, qui va permettre de détacher, d'économiser les capacités de calcul locales et d'amplifier tout ça parce que vous allez faire appel soit à des capacités de stockage, soit à des capacités de software, donc des logiciels, soit des capacités de calcul intrinsèques, si vous voulez, qui seront à ce moment-là utilisées pour ces types de logiciels. Donc là, le cloud computing, c'est quelque chose qui se développe maintenant énormément, mais au bout d'un moment, on finit par se demander s'il n'est pas en train de devenir lui aussi un retour à ce qu'on a connu, vous voyez, c'est-à-dire avec une asymétrie très très marquée où toute la puissance de calcul, de stockage, de traitement des données, etc., se retrouve dans un central qui n'est pas un central, qui est un réseau d'ordinateurs lui-même, un centre de données, et que les terminaux locaux, ben, ils en font le moins possible, si vous voulez, parce qu'ils n'ont jamais les capacités qui seraient nécessaires pour cela. Donc, vous voyez que là, ces architectures-là, elles dessinent aussi des horizons politiques. Ce n'est pas du tout la même chose d'avoir ces asymétries-là. Donc, c'est cela qui est intéressant, c'est d'en faire un débat qui ne soit pas seulement un débat technique, mais qui soit un débat de choix, on dirait deux sociétés. En réalité, ce n'est pas deux sociétés, c'est comment dire, au sens journalistique du terme, c'est un débat d'organisation de notre, j'allais dire, de notre système nerveux, d'une certaine façon, de ce qui nous relie avec plus ou moins d'asymétrie, plus ou moins de centralisation, plus ou moins de distribution. Alors, vous voyez, les exemples, typiquement, c'est ce qu'on voit avec les mainframes, c'est ce que je vous disais avec ces grosses machines qui sont effectivement partagées, le temps est partagé parce que les machines locales n'ont pas de pouvoir, de capacité de calcul. Le client-serveur, vous avez ces machines qui ont des capacités de calcul, mais les rôles sont distribués avec une asymétrie. Et puis, vous avez enfin le peer-to-peer. Alors, le problème, c'est que vous voyez bien que ce principe de la boussole, il a cette capacité de s'étendre de façon fractale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle, pattern, si vous voulez, qu'il y a au cœur de ce que j'ai présenté, en réalité, vous allez le retrouver même dans chacun des cadrans. Ça veut dire que pour le peer-to-peer, là aussi, il y a des débats, là aussi, il y a des possibles. Et donc, vous voyez que l'exploration des possibles, elle est sans fin, puisqu'effectivement aussi, le débat politique, d'ailleurs, il est sans fin. Donc, vous voyez qu'on peut aller chercher ça. Et dans le peer-to-peer, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, vous avez 4 types de peer-to-peer. On pourrait maintenant les étendre. Là, je me suis arrêté à un certain moment. Mais il y a effectivement, historiquement, il y a eu 4 types de peer-to-peer qui se sont succédés, d'ailleurs, de façon intéressante, de façon assez rapprochée. Vous avez pour les plus anciens d'entre vous, vous avez entendu parler de Napster en 99 quand on a créé. Ah, non potevi sin rendez-vous per domandare una Certes. cosa. Merci de couper votre micro. Et donc, nous avons eu effectivement l'émergence de Napster qui a bouleversé complètement l'industrie musicale, vous le savez bien, puisque là, on partageait les fichiers sans tenir compte des droits des ayants droit, justement. Et la particularité, quand même, c'est que justement, là aussi, il y a des choix d'architecture encore. C'est-à-dire qu'il y avait un index central. Il y avait des machines localisées, on savait où elles étaient d'ailleurs, et où il y avait effectivement l'index de tous les fichiers qui étaient dans quelle machine, et chacun donnait les adresses de ces machines pour dire j'ai tel fichier, etc. Et donc, on a là un index central qui, évidemment, a été une cible immédiate des ayants droit avec la RIAA, l'Association des industries musicales américaines, qui l'a attaqué en justice et qui a fait fermer ses serveurs. En 3 ans, Napster a été liquidé, ce qui a permis à iTunes et Apple de faire une offre commerciale de plateforme qui, depuis, a réorganisé toute l'industrie musicale là aussi. Et vous voyez que là, c'est un système de peer-to-peer comme un autre, qui commence comme ça, mais en réalité, il est centralisé, ce qui paraît un peu paradoxal, puisque normalement, c'est décentralisé, c'est distribué. Et puis, il y en a un autre qui est arrivé juste un peu après, en partie pour compenser les faiblesses de Napster. C'est un peer-to-peer hiérarchisé, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des index distribués, mais on sait où ils sont, et surtout, on est capable en permanence de savoir où sont les fichiers.
C'est-à-dire qu'on a une identification assez précise de qui possède quelles ressources, etc. Casa, qui depuis a changé complètement, était dans ce cas-là, Idonkey, Emule a continué pendant longtemps, je ne sais plus d'ailleurs s'il fonctionne encore. Et donc ce type de système-là, lui, était distribué, mais il était distribué d'une façon un peu différente parce qu'il était distribué avec la possibilité de ne plus avoir d'index centralisé. Et surtout, il n'était pas distribué au sens où est maintenant BitTorrent, BitTorrent qui, lui, que vous connaissez sans doute, ceux qui ont un peu piraté quelquefois, mais qui ont utilisé ce type de système peer-to-peer pour récupérer de très gros fichiers, parce qu'on n'est plus dans l'industrie musicale, on est dans l'industrie cinématographique, notamment. C'est-à-dire qu'on peut télécharger de très gros fichiers à très haut débit, parce que le peer-to-peer là, est vraiment décentralisé, au sens où chaque machine qui commence à downloader, à télécharger une partie d'un fichier, devient aussitôt et obligatoirement serveur pour les autres. Vous voyez que là, le client-serveur, là, on ne reconnaît plus personne. C'est le principe général du peer-to-peer. Mais là, spécialement pour BitTorrent, c'est extrêmement puissant parce que de fait, dès que vous recevez quelques paquets, ils sont aussitôt mis à la disposition du reste de la communauté. Et ça produit des effets absolument considérables parce que ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez avoir plusieurs sources, des seeds, comme on dit. Et donc, si vous êtes focalisé sur certains contenus qui attirent beaucoup d'attention du public, donc des grandes sorties, les blockbusters, comme on dit, et bien à ce moment-là, vous allez avoir plein de monde qui va courir après. Et dès qu'ils auront récupéré des morceaux de fichiers, ils sont aussitôt mis à disposition des autres. Et donc, vous allez télécharger votre fichier beaucoup plus rapidement que quand il y a seulement 2-3 personnes qui partagent ce fichier-là. Donc, vous voyez que là, on est dans du très haut débit, donc du haut débit tout au moins. Et puis, la différence, c'est qu'en même temps, ce n'est pas durable parce que dès que l'attention fléchit, ben, vous vous retrouvez seulement à une centaine de personnes dans le monde qui continuent à afficher ou à mettre à disposition ces fichiers-là. Et puis, résultat, il n'y a pas la même dynamique. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus retrouver ou vous pouvez la retrouver, mais alors en faisant les recherches et en prenant beaucoup de temps, parce que ça peut prendre quelquefois, avec Emule, il y avait quelquefois des délais de téléchargement de plusieurs heures, évidemment, hein, voire de plus d'une journée même. Mais en réalité, il y a encore une autre solution. Parce que là, évidemment, vous vous doutez bien que les ayants droit de l'industrie cinématographique ont visé BitTorrent et il y a eu beaucoup de sites de téléchargement qui ont été fermés, hein, donc du type Mega Upload et tout ça. Donc tout ça, alors là, ils ont été attaqués pour ça. Mais il y a aussi d'autres, justement, qui ne sont pas du tout publics cette fois-ci, qui sont complètement cryptés et qui fonctionnent en communauté fermée, où vous devez montrer patte blanche pour être admis dans la communauté. Et alors là, vous allez pouvoir mettre tout à disposition des autres. C'est ami à ami, friend of friend, justement. Et là, vous trouverez ça sur Waste, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a là encore plusieurs possibilités. Ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Et on fait là aussi des choix politiques, des choix de communauté, des choix d'organisation sociale de cela qui sont ancrés dans des choix techniques. Vous voyez comment on s'étonne toujours de se dire, mais il y a encore une façon de faire. Oui, il y a encore une autre façon de faire. Alors bon, voilà les visuels que vous pourrez relire. Je pense que les fichiers seront mis à disposition, mais là, il y a un fichier central. Là, il y a celui qui télécharge, ne peut que télécharger. Et là, par contre, dans BitTorrent, aussitôt, dès qu'il a téléchargé, il met les paquets qu'il a reçus tout de suite à disposition. Et le cloud computing, je l'ai évoqué, donc voilà. Est-ce que c'est devenu un nouveau mainframe? C'est une autre solution. Alors, si je parle de ça, c'est qu'effectivement, ça a une importance pour la suite, pour notre discussion. Pourquoi? Parce que quand on étend ça au niveau du diagnostic sur l'état des réseaux contemporains, vous voyez bien que l'Internet, qui a été conçu au départ comme un système distribué, et là je parle du réseau des machines, hein, eh bien ces réseaux des machines, qui étaient supposés neutres aussi, c'est-à-dire qu'il y a seulement une logique où on cherche le meilleur chemin entre toutes les machines et on peut faire choisir tous les chemins possibles parce qu'il est complètement neutre, on ne regarde pas le contenu qui est propagé, et à ce moment-là, ça veut dire que tout le monde a sa chance, même si vous êtes un gros fournisseur, YouTube, ou si vous êtes un petit éditeur d'un site, etc. Mais en réalité, la neutralité, du coup, on a pris un coup aussi, parce qu'en réalité, petit à petit, les gros fournisseurs finissent par faire leur loi. Et notamment parce que ce réseau, finalement, se finit par se centraliser autour notamment de Amazon Web Services, qui fait 30% de tous les services, et le cloud, qu'on croit être une distribution généralisée des ressources, en réalité, il se focalise chez certains opérateurs, chez certains acteurs, et notamment chez Amazon Web Services, qui fait 30% de tous les services du cloud à peu près dans tous les marchés.
Google essaye de remonter, ils remontent petit à petit, mais ils sont encore loin du pouvoir d'Amazon. Et ça, c'est très, très important d'avoir ça en tête. Cet effet de centralisation, Internet, le réseau des machines, n'est plus décentralisé ou distribué. Il se focalise sur certains nœuds. Et vous voyez évidemment que ça change complètement de la philosophie, et parce que, y compris ces entreprises-là, vont équiper ça avec des gros tuyaux, ils vont produire des réseaux, des câbles eux-mêmes, etc. Donc il y a beaucoup de changements. Pourquoi j'utilise cette référence-là? Parce que Tim Berners-Lee, celui qui a créé le web, il identifie en fait trois époques qui me paraissent intéressantes, justement. Il dit on a d'abord créé l'International Internet Infrastructure, le 3I, les machines. Et puis on a créé ce qu'il a créé, lui, avec Roger Caillot, il a créé effectivement le World Wide Web. En 1989 et 91, il a été mis à disposition gratuite du public. Et ça, c'est un réseau de documents, donc avec des URL, des adresses spécifiques pour chaque document, et un protocole HTTP pour les transférer, et un protocole pour les éditer, HTML. Ça, c'est tout à fait nouveau, c'était pas du tout dans Internet en tant que tel. C'est une autre dimension du réseau, c'est le réseau de documents. Et puis il dit, il y en a même un troisième qui est maintenant le Global Giant Graph, le 3G, qui relie les personnes. Et vous voyez que c'est les réseaux sociaux qui font ça. C'est-à-dire que là, ce sont des comptes de personnes. Souvent, il y a des robots dedans, c'est vrai, mais en attendant, c'est ça qui compte. Vous voyez que ces trois époques vont être intéressantes parce que, du coup, nous allons voir comment il y a trois altérations qui sont succédées. Une altération commerciale, comme avait dit d'ailleurs Lawrence Lessig, quand on a mis le réseau de la NSF, la National Science Foundation, on l'a passé à l'administration des opérateurs de télécom. Puis le réseau sécuritaire, la dimension sécuritaire, et le sécuritaire, c'est le 11 septembre qui a été terrible pour focaliser tout le monde, obséder tout le monde en disant il faut qu'on contrôle tout partout. Et puis la version topologique qui fait que quand on est au centre du réseau, petit à petit, on cherche, on fournit un service. Tout nouveau site web, par exemple, va essayer de se faire référencer sur Google. Et bien à ce moment-là, vous renforcez encore la centralité de Google. Du coup, le modèle distribué disparaît. Et ça, c'est très important parce que c'est un changement complet par rapport à l'utopie de départ. Et on a en réalité trois plateformes centrales et des nœuds qui deviennent monopolistiques, il faut bien le reconnaître. C'est pour ça que tout le débat public actuellement vient là-dessus en disant qu'ils finissent par avoir un pouvoir de vie et de mort sur les concurrents, sur la régulation de tout cela. Ça pose un problème. C'est seulement depuis 3 ans que la question est vraiment sur la table en tant que telle. Et c'est Amazon, Google et Facebook, et ça réduit l'espace des choix. Pourquoi est-ce que c'est Google? Eh bien, Google, parce que Google, c'est lui qui est devenu au centre du réseau des documents. D'ailleurs, Anderson avait dit effectivement en 2010 qu'il annonçait la mort du web, principalement à cause des applications, et encouragé évidemment par la naissance du smartphone en 2007 avec Apple. Mais l'important, c'est que Google, lui, de toute façon, est au centre de la navigation dans les documents. Alors qu'il naît seulement en 1998, donc c'est récent quand même, mais il est monétisé à partir de 2002 avec AdWords et ça devient une source de revenus extraordinaire. Et il devient même quoi? Non plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Il vous dit quelle est la bonne réponse dans position 0, comme on dit, et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Normalement, il devait vous orienter pour aller chercher. C'est terminé. Le réseau de documents qu'on avait mis en place, il se centralise et il se ferme d'une certaine façon sur les réponses que Google peut vous donner. Vous voyez comment ça change quelque chose, toutes ces altérations et tous ces effets, y compris les effets de réseau d'ailleurs, où petit à petit, eh bien, il y a des centres qui se créent alors qu'on avait pensé un réseau de façon distribuée. Et ça, c'est très important quand on réfléchit aux architectures techniques pour la 5G, on va avoir le même problème. Vous voyez. Et puis, dernier fait historique aussi, qui est plus récent, puisque Facebook, effectivement, quand il apparaît en 2004, eh bien, il crée de fait un effet réseau aussi, parce que ça, c'est les effets réseau, c'est-à-dire que quand vous adhérez à un réseau, vous avez plus intérêt à aller dans un réseau où il y a déjà beaucoup de monde que dans un tout petit réseau. Vous allez avoir, comme disent les économistes, plus d'utilité, puisque vous aurez plus de chances de rencontrer des gens intéressants. Mais encore mieux, à partir de 2009, Facebook va être capable de monétiser tout cela. Et avec tous ces systèmes de placement publicitaire, eh bien, ils vont être capables de rentabiliser toute l'activité qui est la nôtre, tous les engagements, comme on dit, en obtenant des placements publicitaires extraordinaires. En réalité, ce qui est important, c'est que du coup, Facebook se retrouve au centre du réseau des personnes, de ce réseau des personnes qu'évoquait Berners-Lee. Il devient de fait même l'état civil du numérique, l'état civil numérique, puisque vous savez bien que vous pouvez utiliser une application, on vous dit, vous voulez vous connecter entre qui et qui, Facebook ou Google. Et puis voilà, c'est fait. Vous utilisez un compte comme ça.
ils se substituent aux États. Alors là, je suis en train de travailler, je vais publier quelque chose bientôt sur cette confrontation institutionnelle profonde entre les plateformes qui ont un statut totalement extraterritorial, d'une certaine façon, même si elles sont très californiennes, de la côte ouest tout au moins, et les États, puisque là, de fait, ils se font confisquer tout un tas de prérogatives sans qu'ils aient eu quoi que ce soit à dire, et y compris d'ailleurs en encourageant même cela. On le voit bien quand Facebook émerge en 2009, vous voyez bien sur la carte, il y a encore une quantité de réseaux sociaux très différents, et puis en 2020, l'année dernière, vous voyez bien que, à part la Chine et la Russie, en réalité, tous les autres réseaux ont été complètement colonisés par Facebook, y compris même quand c'est le réseau social en deuxième position, puisque c'est Instagram qu'on trouve en deuxième position ici en marron, dans la troisième carte. Et là, effectivement, Instagram, comme vous le savez, ça fait partie de Facebook. Donc, c'est pour dire à quel point ils ont une force de frappe extraordinaire et qu'ils ont capté toute cette activité à leur profit. Alors, tout ça pour arriver enfin, quand même, à la question des réseaux des fréquences et du coup de la 5G. Je n'ai pas oublié l'objectif, mais c'est important que vous voyez comment la méthode peut fonctionner pour vous faire comprendre à quel point l'interaction et le couplage qu'il y a entre une analyse sociale et politique et économique et l'analyse technique, elle est très importante. Ce qui veut dire qu'il faut aller dans la technique, voir comment c'est fait pour comprendre pourquoi il y a des architectures de réseau comme celle-là. Et c'est le cas avec la 5G, et on va passer par cet intermédiaire qui est l'allocation des ressources du spectre des radiofréquences. Alors là, je vous présente le travail d'étudiants, par exemple, à qui on fait ça, mais c'est quelque chose qui est un cas d'étude très intéressant, puisque un bien commun comme l'éther, comme l'air dans lequel se propagent les ondes de divers types, on peut se dire c'est quand même difficile de se les approprier, de fermer, de mettre des frontières, des verrous, je ne sais pas quoi. Eh bien, si on pouvait le faire administrativement, jusque dans les années 90, les États étaient supposés administrer ce bien commun et allouer des fréquences particulières, puisqu'il y a une gamme de fréquences très très importante, et on peut les diviser de plus en plus, techniquement, on n'a plus de les diviser de plus en plus, à certains opérateurs, à certains acteurs, comme les militaires d'un côté, qui occupaient beaucoup de fréquences pendant tout un moment, et puis les masses médias, les broadcasters, très longtemps, et puis petit à petit, tout un tas d'autres utilisateurs pour des utilisations industrielles, des utilisations très ponctuelles, ou des amateurs même, etc. Donc voilà le tableau qu'on a, par exemple, aux États-Unis de l'allocation des fréquences. Vous voyez la quantité de parties prenantes, j'allais dire, pour ça, et il faut réguler tout cela. Donc il y a des agences de fréquences qui, à la fois, vérifient que tout le monde respecte bien tout cela, et qui ensuite vont attribuer les fréquences. Alors le problème, c'est que précisément, on a des façons de les attribuer qui sont plutôt publiques, ou bien qui sont liées plutôt au marché. C'est typiquement ce qu'on connaît maintenant avec, dans l'angle en bas à gauche, vous avez effectivement, typiquement aux USA, mais parce que c'est là dont le principe est venu avec l'article de Ronald Coase en 1958 sur les enchères, la vertu des enchères pour mieux distribuer et mieux optimiser la valeur des fréquences. Eh bien, on dit qu'il faut les distribuer aux enchères, donc les vendre aux enchères, avec différents calculs types d'enchères d'ailleurs, mais c'est un point important parce que tout le monde s'est mis à adopter ce principe. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, comme au Mexique par exemple. Et puis il y en a d'autres encore qui gardent des possibilités d'usage pour des buts sociaux, comme en Inde, ou d'autres aussi au Brésil, mais alors là par contre, ils donnent une licence, vous voyez. Donc il y a là encore un pluralisme de la façon d'attribuer les licences, d'attribuer les fréquences, qui reste important. On n'est plus dans la seule administration centralisée, certes, qui distribue ça, mais maintenant, on peut aussi imaginer des solutions diverses. Et je vous prends par exemple, ça c'est amusant parce que c'est un cas que Lessig avait documenté dès 1999 aussi, où il disait effectivement, on pourrait aussi imaginer qu'une partie des fréquences qui ne soient pas attribuées seulement au marché, mais qui soient attribuées aussi pour faire des expérimentations techniques ou des expérimentations sociales à des acteurs qui n'ont pas les moyens de participer à la compétition du point de vue des enchères. Et donc, il proposait ça, mais en réalité, ça a été proposé, repris par l'ISOC, l'Internet Society, au niveau, la Société d'Internet au niveau mondial. Et puis, il y a déjà des solutions qui existent. Par exemple, le Social Purpose Licensing au Mexique, l'Experimental Licensing en Inde, etc. Les crédits, c'est-à-dire que là, on donne, même aux États-Unis, vous voyez, on donne des crédits à certains acteurs pour pouvoir concourir dans les enchères qui sont proposées.
Il y en a certains au Brésil qui font des exemptions de licence. Il y a du spectre qui est non soumis à licence en Angleterre, au Canada. On peut aussi avoir des usages secondaires qu'on réattribue, même quand on a acheté une licence, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des choses, et par exemple, il y a une collègue en Finlande qui travaille justement sur des micro-opérateurs qui pourraient tenter de justement allouer les ressources d'une façon adaptée à certains types de demandes, à certains types de situations locales. Est-ce que vous avez entendu parler de ça pour le débat sur la 5G? Moi, pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Personne n'a dit, tiens, et qu'est-ce qu'on en profiterait pour réserver à des usages sociaux ou expérimentaux ou qui ne seraient pas soumis au marché? Rien du tout. On n'a même pas discuté de ça. Vous voyez, là, il y a un vrai problème quand même. Vous voyez, typiquement, comment ça fait comme si ça allait de soi. Ce n'est pas le problème du numérique en l'occurrence, c'est le problème du choix politique et économique qui est fait autour de la façon de concevoir cette architecture technique. Et donc, ça devient un point aveugle. Et ça, c'est grave. C'est grave du point de vue démocratique. C'est grave du point de vue de notre vision de la technologie qui fait qu'on pense que c'est carrément toujours associé aux enchères, par exemple. Mais non, on n'est pas obligé de distribuer avec des enchères. Alors, on va dire, ah oui, mais à ce moment-là, c'est pour revenir à l'administration. Mais non, on n'est pas obligé de revenir à l'administration. On peut trouver d'autres solutions, justement, qui en fassent un bien commun, ce qu'un certain nombre de gens préconisent d'ailleurs. Alors, passons maintenant vraiment à la 5G. Je vous ai fait trop traîner là, dans toutes ces présentations, mais vous voyez que l'état d'esprit dans lequel on est, ça va nous aider à poser les questions, une fois qu'on a vu tout cet arrière-plan, à poser les questions de la 5G indépendamment des questions qu'on pose tout de suite. Je vais finir par ça, pour vous dire quelles sont toutes les questions qu'on pose dans le débat. Et puis, mon intervention de demain sera plus centrée sur les termes du débat contemporain et la façon de conduire le débat. Mais actuellement, quand on pense 5G, eh bien, on réduit déjà le problème, vous voyez. Il faudrait sans doute penser architecture des réseaux. Et vous verrez que c'est ça qui est en jeu derrière. Parce que ce qui est en jeu, c'est quel type d'architecture des réseaux on veut, quelle est l'association entre des types de sans fil, de transmission sans fil, le Wi-Fi ou la 5G d'un côté, et puis de l'autre côté, quelle connexion on a avec des architectures filaires, notamment la fibre optique qu'on a prônée partout, qu'on a développée partout. Eh bien, vous voyez que toute cette connexion-là, elle n'est pas stabilisée. Il y a des enjeux actuels pour réorganiser tout cela. Très important dans ce petit schéma, n'oubliez pas que quand vous avez avec votre mobile, vous êtes en connexion avec une antenne et avec son data center, eh bien, et dans une cellule donnée, eh bien, tout cela, en réalité, immédiatement, l'antenne elle-même va, via son centre de données, mais il peut être plus ou moins d'ailleurs délocalisé par rapport à l'antenne, eh bien, vous allez aussitôt vous retrouver à être connecté à du filaire. Il n'y a pas actuellement un réseau qui serait tout hertzien, si vous voulez. Ça, non, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est performant d'ailleurs, parce qu'on passe du coup sur des réseaux à très haut débit que sont ceux de la fibre optique, et ça vous permet de vous connecter à tout l'Internet, etc., depuis votre téléphone. Vous avez l'impression que tout ça est transparent. Donc la question de la 5G ne peut pas être discutée sans l'articulation qu'on a avec les réseaux filaires et notamment avec la fibre optique, évidemment. De même, on peut penser aussi à un écosystème économique. Il ne s'agit pas de penser seulement les opérateurs en tant que tels. Il y a aussi tous ceux qui transportent, tous ceux qui produisent les contenus, etc. Mais aussi les fabricants de smartphones à l'autre bout. Et puis de l'autre côté, ici, vous voyez aussi les équipementiers qui jouent un rôle important. Souvenez-vous comment on discute de Huawei. Et puis aussi toute la chaîne de valeur des fabricants de composants qui vont alimenter tout cela. Ça fait partie de la discussion sur le plan économique comme sur le plan environnemental. C'est très, très important d'avoir ça. N'oublions pas qu'on pourrait y ajouter justement tout l'accès gratuit au contenu, qui font partie aussi du système, et même le piratage. Parce qu'en réalité, c'est ce que dit Bomsel, il disait ça déjà il y a une dizaine d'années, il disait en réalité, c'est aussi ça qui a fait l'attractivité des réseaux et du mobile, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de contrôle sur tout cela. Eux, ça ne les dérangeait pas beaucoup, parce qu'en réalité, ceux qui perdaient, c'était les ayants droit, ceux qui produisent les contenus. Mais plus il y a de contenu, y compris piraté, plus vous avez l'impression que votre réseau est extrêmement utile. Vous avez des utilités qui sont en réalité hors du marché des ayants droit. Mais pour les opérateurs, ça, c'est très intéressant. Ça augmente la qualité et l'attractivité de votre réseau. Vous voyez que c'est compliqué de dire où est-ce qu'on s'arrête. Vous voyez. Et puis, en termes environnementaux, eh bien évidemment, il faut penser en cycle de vie. Ce n'est pas seulement l'utilisation ou la consommation, mais c'est aussi la fin de vie et le recyclage de tous nos terminaux. C'est aussi l'extraction des ressources qui ont permis de produire non seulement les terminaux, mais tous les maillons de la chaîne de production des signaux, depuis les antennes, les centres de données, les câblages, tout ce qu'on veut, et la maintenance de ces centres de données.
donc leur fabrication, et puis la distribution. Donc vous avez là toute une partie de l'analyse que je ne ferai pas là, mais que d'autres de mes collègues feront demain certainement, qui est vraiment très importante. Donc vous voyez qu'on a du mal à mettre sur la table l'ensemble des tenants et aboutissants parce qu'on se dit oh, c'est beaucoup trop gros, on ne va pas y arriver. Donc focalisons-nous sur un concept qui est la 5G. Mais avec ça, on ne discute de rien, si vous voulez. On ne peut pas discuter de tout cela. Il faut nécessairement penser système, penser même écosystème, certes, pas seulement pour en faire un slogan, mais pour rentrer dans l'analyse précise. Vous voyez. Alors, j'en viens précisément à cette 5G directement elle-même, plus précisément, et donc pour vous montrer qu'il y a en réalité, le débat est encore plus compliqué parce que même dans la 5G actuelle, il y a plusieurs 5G. Moi, j'ai découvert ça au fur et à mesure, en rentrant dans le dossier. Au début, je me disais, bah oui, il y a des questions de santé, il y a des questions environnementales. Puis après, je me rends compte qu'en réalité, il y en a plusieurs. Mais on ne m'avait pas dit ça. On nous cache tout, comme dirait l'autre. Eh bien, effectivement, il y a au moins, et les allocations de fréquences qui sont faites en ce moment dans tous les pays, sont en réalité l'allocation de la bande de 3,5 GHz. Et c'est une bande. Il y en a trois. Il y a 700 MHz qui existent déjà, dont on va peu parler. Et surtout, l'important, c'est qu'en réalité, nous avons aussi la 26 GHz. Et la 26 GHz, dans ce tableau, vous voyez, elle n'est pas attribuée. Elle va être attribuée avant 2024, donc il y a 2-3 ans encore, à partir de 2022 sans doute, et encore, on ne sait pas. Mais ça veut dire que là, on est en réalité en train de vendre un débat sur une 5G unique, alors qu'en réalité, il y a des 5G, et qu'elles n'ont pas du tout les mêmes capacités, les mêmes possibilités, et que ça entraîne des conséquences très différentes. Vous voyez qu'ici, par exemple, la 3,5 GHz, elle a une pénétration moyenne à l'intérieur, une portée assez correcte, c'est-à-dire, vous voyez en bas dans le schéma, vous avez effectivement 1 km de rayon pour une antenne. Ce n'est pas du tout la même chose que la 26 GHz, où là, vous n'avez plus que 500 mètres et vous avez une pénétration très faible à l'intérieur des immeubles. Comment va-t-il falloir faire? Eh bien, il va falloir multiplier les antennes, justement. Ah, bon, ce n'est pas parce que c'est la 5G en tant que telle, non, c'est cette 5G-là qui précisément va demander cela. Évidemment, il y a des raisons techniques qui expliquent qu'on a besoin de cette multiplication d'antennes parce que la fréquence, cette très haute fréquence des 26 GHz, évidemment, se perd plus facilement, si vous voulez. Et à ce moment-là, il faut donc la répéter ou diminuer la taille des cellules. C'est ce qu'on va faire. On va diminuer les tailles de cellules. Donc, vous aurez un usage très intensif, très connecté, avec un temps de latence, qui n'est pas dans le tableau, mais je vais y venir, c'est-à-dire une réactivité beaucoup plus importante. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mis sur la table au moment du débat, quand on parle juste d'augmenter les débits. Donc, on se dit, vous voyez, la 3,5, là, vous voyez sur le tableau, elle augmente les débits par rapport à une 4G, et donc on est très content parce qu'on va avoir la capacité de télécharger un film en 3 secondes au lieu de le télécharger en 3 minutes. C'est absolument génial. Vous voyez. Mais ce n'est pas tellement le problème de la 5G 26 GHz. C'est autre chose, c'est une autre réactivité qui, elle, ouvre des possibilités très différentes. Donc, je suis un peu perplexe sur le fait qu'on essaye de lancer une technologie, évidemment encore plus sur le fait que, et on comprend mieux qu'on ne veuille pas lancer un débat, parce qu'à ce moment-là, tout le monde serait perdu. On dirait, oui, mais en fin de compte, vous allez appeler 5G des choses qui sont quand même différentes. Il y a des principes techniques assez similaires sur certains plans, mais la façon dont elle est implémentée selon les fréquences qu'on adopte va être totalement différente. Alors, en allant un peu plus loin dans cet aspect-là, eh bien, je débouche sur une boussole. Ah, ben, vous voyez, je suis revenu à ma boussole. Et vous voyez qu'on va avoir là aussi ce mouvement de possibles qui sont ouverts, qui font débat et qu'on aimerait pouvoir mettre sur la table. Et ce n'est pas le cas actuellement. On nous dit ne vous occupez de rien, on parle de la 5G en général, de ses risques sanitaires ou environnementaux, et puis terminé. Voilà. Et encore, évidemment, en est minimisant. Ben oui, mais non, il y a d'autres points aussi. Il y a la question des architectures. On veut savoir ce qu'on va faire avec ça, puisque c'est supposé être notre architecture, notre réseau nerveux, j'allais dire, de tous nos échanges de données et de contenus, etc., pendant les 20 ans à venir, ben, il faut le faire. Donc, il faut en débattre. Alors, évidemment, on avait ce modèle classique du réseau 4G, qui est dans les attachements et la certitude. À l'époque, il se trouvait, lui, dans un autre cadran, mais là, maintenant, il est devenu ce qu'on connaît, ce qui est stable et qui, effectivement, a une tendance à arroser globalement, arroser large, si vous voulez, avec une distribution spatiale dans des cellules assez larges. Et donc, on voit bien qu'il a, du point de vue des débits, il a effectivement des limites. La question que ça mérite de discuter. Est-ce que vraiment il y a des limites? Je peux vous dire que les gens qui ont adopté déjà de la 5G dans les pays qui sont un peu en avance là-dessus, pour le moment, on ne voit pas tellement la différence. On ne voit pas la différence en termes de débit. Bon,
si vous gagnez 2 minutes même sur un téléchargement de film, vous voyez, bon, est-ce que c'est absolument vital? Bon, tout le monde se dit, bon, on se demande. Voilà. Pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, les vrais changements sont à venir dans un autre cadre. Donc la 5G 3,5 GHz, par contre, on vous promet donc toujours plus de débit et, chose importante, on vous promet une efficacité. C'est-à-dire, on vous dit, à travers notre technologie de calcul et d'allocation des ressources de réseau, qui est incorporée à ce modèle de 5G, eh bien, nous allons avoir une efficacité énergétique y compris. Et donc, c'est effectivement ce qu'on appelle les Enhanced EMBB, effectivement les Enhanced Mobile Enhanced Broadband, Enhanced Mobile Broadband, quelque chose comme ça. Bon, excusez-moi, tout d'un coup, j'ai un trou. Et ça, ce n'est pas seulement ça, il y a un autre type de 5G, je vous l'ai dit, c'est la 5G 26 GHz, qui, elle, change beaucoup plus de choses encore. Donc, on a l'impression que le moderne, là, quand on est moderne, c'est effectivement, on fait encore plus la même chose. Donc, les gens disent, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Mais en même temps, pourquoi pas? Parce que ça ne va pas changer beaucoup de nos habitudes. Mais avec la 26 GHz, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cette affaire-là. Et là, d'autres vous disent, mais oui, parce que c'est une révolution, c'est la révolution, etc. On ne comprend pas trop au début pourquoi. Alors, de fait, il y a la latence réduite, qui est effectivement, c'est le Ultra Reliable Communication, Low Latency Communication, donc latence réduite. Ça, c'est un des principes techniques qui va vous permettre d'avoir cette réactivité que j'évoquais, qui évidemment va permettre quoi? La prolifération des objets connectés, ce qu'on appelle le Massive IoT, Massive Internet of Things. Ça, c'est des choses qui sont effectivement dans les tuyaux déjà depuis pas mal de temps, et qui maintenant là, vont être possibles. À votre avis, est-ce qu'il ne serait quand même pas nécessaire d'en discuter un petit peu? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, seulement de mettre des antennes, plus ou moins d'antennes, etc., et de distribuer des capacités d'action, parce qu'ils auront des capacités d'action, de captation et de réaction à tout un tas d'entités qui peuvent aller de la caméra de vidéosurveillance, ça on connaît déjà, aux jouets. Je cite les jouets pour une bonne raison, c'est qu'effectivement, ils sont souvent utilisés pour des attaques du réseau et ils sont nuls du point de vue de la sécurité. Et puis aussi d'autres possibilités qui vont être celles qui sont tous les capteurs de la smart cities, donc de la gestion urbaine, etc., et tout ce qui est fait dans l'industrie. Donc, on vous dit aussi qu'il y a une allocation optimisée des ressources avec du slicing, donc on différencie beaucoup plus finement l'attribution des ressources sur des cellules beaucoup plus petites, et à ce moment-là, on a une allocation beaucoup plus dynamique qui va optimiser encore plus, là, de ce point de vue, la consommation énergétique. Donc, on vous dit, c'est génial, ça nous protège de toute critique du point de vue environnemental. Mais le problème, c'est qu'en réalité, et c'est là où c'est l'objet du 4e cadran, c'est qu'en réalité, ça ne discute absolument pas les principes de sobriété qui sont au cœur même de cette question-là. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a un livre que je vous conseille là-dessus, sur le livre de Fabrice Flippo, L'impératif de la sobriété numérique, qui est un livre très intéressant, qui fait référence un petit peu sur ces questions-là. Et le cœur même de la question, c'est bien la sobriété. Tout le monde, dans tout l'univers des industries, tout ce que l'on veut, est soumis à une règle de sobriété pour des raisons de crise environnementale. Quelle est l'industrie qui prétend s'en évader et s'échapper? C'est le numérique. Il vous dit, non, il va vous dire, oui, mais on va être efficace énergétiquement. Oui, mais le problème, c'est qu'il va falloir étudier les effets, notamment ce qu'on appelle les effets rebonds. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir que vous allez amplifier les usages de telle façon qu'au bout du compte, ben, vous n'aurez plus d'économie d'énergie du tout. Et de l'égalité, je parle aussi de l'égalité sur le fait que les réseaux 26 GHz, vous pouvez être sûr qu'ils ne seront jamais distribués dans les campagnes. Ça, c'est certain. Ils ne seront que dans les métropoles les plus denses, parce qu'effectivement, ou pour les sites industriels, parce qu'en réalité, il faut effectivement avoir des clients solvables et avoir donc un bassin, une clientèle. Donc, c'est très, très important de voir ça en tête, quoi. On pourrait imaginer dans cette solution-là d'avoir effectivement des seuils d'énergie. On pourrait avoir un cahier des charges qui nous dise non, dès que vous consommez tant, vous coupez, vous arrêtez ou vous changez vos composants pour arriver à des seuils plus performants intrinsèquement. Et même si vous y arrivez, il faut aussi être capable de couper les débits, de les plafonner. Donc, on pourrait dire, tiens, ben voilà, dans le cahier des charges, quand on délivre des licences, eh bien, on vous dit, vous ne plafonnerez vos débits à temps selon les situations. Et donc, il y a tous les gens qui veulent télécharger leurs films en 8K, et ben, et là, ils ne pourront plus. Et alors, c'est pas mortel, quoi, hein, donc ce n'est pas forcément un problème. Mais évidemment, ça remet en cause la promesse technologique. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on est effectivement dans une crise énergétique et écologique, ou pas.
À ce moment-là, si on s'en moque, bah oui, évidemment, consommons toujours plus, etc. Donc là, il faut faire une sélection prioritaire, une sélection politique des usages prioritaires. Alors, comme on a raté complètement pour la 5G, peut-être qu'on pourrait le faire pour la 6G. Ah, bah tiens, oui, peut-être qu'il est temps d'y s'y prendre maintenant, vous savez. Je vous remets aussi une présentation d'une boussole sur la façon de l'attribution des fréquences est en jeu. Vous savez qu'on est passé donc de la rareté administrative des fréquences. J'avais écrit un article en 85 là-dessus, vous voyez, sur le fait que la rareté des fréquences était toujours l'argument pour dire on ne peut pas donner des radios nouvelles. Vous savez, c'était après le mouvement des radios libres, etc. Donc vous ne savez pas parce que vous n'étiez pas né. Mais bon, après le mouvement des radios libres, on se dit ah ouais, on ne peut pas donner des fréquences, hein, c'est juste un problème technique. Non, c'est un problème administratif, politique, parce qu'on n'organise pas la valorisation du spectre, si vous voulez. Et donc, il y avait une rareté artificielle. Maintenant, il n'y a plus ça. On montre au contraire, les modernes là sont contents parce qu'ils disent regardez le marché, comment il a été efficace, le marché par enchère notamment. Il a par exemple permis d'innover en termes de multiplexage, c'est-à-dire que sur une même fréquence, vous pouvez faire passer plusieurs signaux qui ne vont pas être confondus. Et donc là, il y a des technologies pour ça qui optimisent l'utilisation puisqu'il a de la valeur. Cette fréquence-là a de la valeur. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que c'est tout le pouvoir aux opérateurs en réalité. On a dit maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir, vous avez payé pour cela et vous allez faire ce que vous voulez dans ce domaine-là. C'est vraiment ça qui se fait. Sauf que dans la situation où on passe à une forme dans la 5G 26 GHz, il faut voir les conséquences des choix techniques que l'on fait. Quand on parle de slicing et quand on parle d'IoT, d'Internet des objets, ça veut dire qu'en réalité, on va pouvoir avoir des fonctionnalités très différentes et allouer des ressources de façon très finement distribuée avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir les monétiser. Ça, on ne vous le dit pas. Et c'est ça ce qui va être monétisé derrière. C'est-à-dire, on va pouvoir vous dire, ah, ben vous, à tel moment, pour tel usage, à tel endroit, on vous vend tel type de fréquence, tac, tac, et telle optimisation de votre réseau. Et voilà. Et à ce moment-là, on peut distribuer ça très finement. Maintenant, on fait partout ça. Si vous voulez, dans la finance, vous savez bien que maintenant, on fait des ordres qui sont au centime, même en dessous du centime. Donc, vous voyez, au centime, et puis pour des durées de vie qui, on rechange tout ça, on les achète sans les acheter. Enfin bon, tout est possible parce qu'on a des algos qui peuvent gérer tout cela. Et bien là, c'est la même chose. On va pouvoir allouer les fréquences et faire de la tarification extrêmement fine. Évidemment, la question, c'est qui va être à la clé, à la manœuvre dans cette affaire-là. Donc, on a une forme de prolifération des possibles qui est en réalité liée à la financiarisation de tout cela. Et c'est pour ça que ça attire tout le monde, évidemment. Mais la conséquence qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a une absence de sécurité totale dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je viens tout de suite là. On ignore complètement l'accroissement permanent des data breaches. Regardez, voilà un site qui tient le registre de toutes les data breaches en fonction de leur volume. Il fait des bulles plus ou moins grosses, et puis vous avez l'information si vous voulez. Donc vous avez des. Alors quelquefois c'est lié vraiment au réseau, quelquefois c'est lié au fait que les fichiers en question sont stockés à un endroit comme Facebook par exemple, et qui ne s'étaient même pas préoccupés de les protéger. Mais en attendant, c'est qu'on peut accéder à ces fichiers-là. Donc c'est lié au réseau aussi. Et puis quelquefois, comme dans SolarWinds que vous voyez juste en haut à droite, SolarWinds, c'est la dernière attaque récente qui a attaqué toute l'administration américaine à l'aide d'un logiciel dans lequel, pendant 6 mois, ça a été dormant, et en réalité, on a pu permettre de faire proliférer un certain nombre de systèmes de captation de données dont on ne sait pas encore lesquels, d'ailleurs. C'est ça le problème. Et ça devient critique en permanence, ça devient très grave. Y compris récemment, Amazon Web Service a été attaqué avec une puissance de plusieurs terabits. Ils n'avaient jamais vu ça. Ça veut donc dire que derrière, il y a des armées de hackers, pas des armées d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'être nombreux, mais ils ont des armées de machines en tout cas, qu'ils pilotent parce qu'ils récupèrent des contrôles de machines ailleurs, ils récupèrent des objets, tous les objets dont on parle. Eh bien, c'est cela, ils sont très peu fiables, ils ne sont pas sécurisés, ils ne sont pas labellisés, ils ne sont pas contrôlés. Et avec tout ça, paf, on y va. Pourquoi se lance-t-on dans une politique d'Internet des objets sans avoir au préalable revu la politique de sécurité de tout le réseau? Ça, c'est quand même très grave. C'est une irresponsabilité totale, parce que là, ça peut engendrer des effondrements systémiques du réseau de façon importante. Donc derrière, il faudrait qu'il y ait effectivement un cahier des charges qui sera vraiment très contraignant, avec une sobriété générale, une éthique des finalités qui disent, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup, ça? Est-ce que c'est une de nos valeurs? Pas seulement en disant, oui, mais est-ce on gagne plus ou moins? Non, c'est pas ça. Une véritable discussion éthique et un débat politique contradictoire, d'où l'intérêt d'un débat dans ce domaine.
Alors, je présente juste un exemple d'acteur de cette collègue finlandaise, par exemple, qui a montré qu'on peut utiliser une forme de boussole, c'est assez amusant, parce qu'elle utilise une forme de boussole pour décrire les possibles locaux, une fois qu'on met en œuvre des micro-opérateurs. Vous voyez, il y a de l'imagination aussi. On peut inventer des solutions à cette occasion-là. Alors, sa boussole, il faudrait la retourner un petit peu pour qu'elle corresponde à la mienne, vous voyez, mais bon, on s'en moque un peu. Donc, en quoi, et je vais terminer là-dessus, en quoi le cadrage actuel du débat est réducteur? Eh bien, vous voyez, en réalité, en permanence, on essaye de rendre les choix inutiles. On vous dit, premier point, par exemple, sur l'efficacité, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas m'étendre, on se dit, c'est des économies d'énergie, génial. Par exemple, les antennes s'éteignent quand il n'y a pas de connexion et de demande, si vous voulez, de la part des terminaux. Oui, génial, mais le problème, ce n'est pas celui-là, c'est le problème de la sobriété, globalement, d'un écosystème technique dans lequel on doit prendre en compte l'effet rebond, c'est-à-dire le fait qu'il amplifie l'attractivité de ces usages et donc il annule les gains d'énergie qui sont faits. De fait, on vous dit aussi plus de débit, ça veut donc dire plus d'utilité sociale. Donc c'est très bien, Netflix et YouTube à fond la caisse, très très bien. Il faut savoir que c'est quand même eux qui font plus de 40% des débits des opérateurs mobiles en 2020. Vous voyez, y compris les conflits qu'il y a, et là je vais y venir là-dessus, il y a des conflits entre ceux qui fournissent les contenus, qui se servent des réseaux plein pot et qui monétisent ça un maximum, et les opérateurs qui améliorent la qualité de leur réseau et qui disent au bout d'un moment, ça commence à bien faire parce qu'eux, ils ne payent rien et nous, on voudrait aussi récupérer une part du gâteau. Mais en réalité, tout ça, ça nous empêche de discuter des fins. Est-ce que vraiment on a besoin de voir en streaming les épisodes des séries qu'on pourrait télécharger avant? Bah oui, si vous n'avez pas téléchargé avant, bah, il y aura des ruptures, ce ne sera pas optimisé. Avec la 4G, ça flotte quelquefois. Et alors, si vous voulez vraiment la voir, eh bien, vous allez la télécharger avant. Et alors, on ne pourrait pas vivre avec ça? C'est trop difficile à imaginer. Bon, en tout cas, ça se discute, vous voyez. Autre argument, le grand public n'est pas concerné. C'est une affaire industrielle. J'en parlerai un peu plus demain. C'est une affaire seulement industrielle. Mais en réalité, pourquoi à ce moment-là, il y a des décisions politiques? Ça veut dire que les industriels font leur affaire dans leur coin. On sait bien ce que ça a donné sur le plan environnemental, hein, sur le contrôle de qualité et sur les risques qui ont été pris. Non, il y a aussi un débat politique à avoir et un type de cahier des charges aussi à fournir et qui mérite débat. Et puis l'idée derrière, c'est qu'il y a en fin de compte comme architecture, c'est tout doit être en mobile tout le temps et partout. On dit, mais attendez, c'est quand même bizarre. On a quand même fait une campagne énorme de fibre, de développement, de déploiement de la fibre partout, évidemment avec les limites de la campagne, parce que là, c'est très difficile de pousser une fibre là où il n'y aura que quelques utilisateurs. Mais aussi, on a le Wi-Fi, qui est un peu partout dans tous les immeubles, etc. Mais tout ça, c'est évidemment, on comprend que les opérateurs ne soient pas très intéressés par ça. Parce que le Wi-Fi, par exemple, vous voyez, ce n'est pas très intéressant pour eux. Ça veut dire que vous sortez de votre abonnement, vous utilisez un autre réseau. Et évidemment, vous allez dire, ah oui, mais vous retombez sur un abonnement quand même de l'opérateur. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la consommation d'Internet en ligne, ce n'est pas le même type de tarification que ce que vous faites quand vous téléchargez, vous consommez du réseau mobile, si vous voulez. Donc, on imagine désormais de dire on aura des femtocell, donc des toutes petites cellules, et chacun à son domicile, par exemple, pourra être lui-même un émetteur pour les autres, etc. Et avec ça, on aura donc la possibilité de tout mettre en 5G. Tout mettre en 5G. Plus de Wi-Fi. Vous voyez l'idée? Mais ça, on ne le sait pas, on n'en discute pas. Typiquement, voilà ce qu'a fait. Alors, je vous présente un autre livre qui est très intéressant aussi, c'est celui de Guy Pujol, qui est publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Faut-il avoir peur de la 5G? Le titre a l'air un peu racoleur comme ça, mais il est très argumenté, très bien comment dire, établi, puisque Guy Pujol est un expert de longue date. Et il présente notamment deux tableaux que j'ai voulu extraire, là, d'où le côté un peu bizarre de mes slides. Il dit par exemple, voyez comment les réseaux de proximité, on les envisage du point de vue des télécoms. Eh bien, on voit que la 3G, la 4G, la 5G, tout ça, ça monte. Et puis le Wi-Fi, petit à petit, tombe, y compris le câble aussi, le filaire en général. Et puis de l'autre côté, pour le monde informatique, par contre, c'est on pousse le Wi-Fi, et puis il y a un peu de 3, 5G, 3, 4, 5G, la 5G, mais pas plus. Le Wi-Fi reste important. On pourrait rajouter aussi d'ailleurs la vision des équipementiers, ce qu'il n'a pas fait, que ce soit par exemple Huawei ou bien Cisco ou des gens comme ça. À la limite, ils s'en moquent que ce soit du Wi-Fi ou de la 5G. Hein. Par contre, ils admettent que déjà le filaire, c'est terminé. Enfin, c'est pas là où il y a de l'argent à faire réellement. Donc, vous voyez le problème un petit peu. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se mettre en position de dire le filaire, ça ne nous intéresse pas. Le filaire qui n'est plus le fil, effectivement, le câble
téléphonique qu'on avait au départ, le câble de cuivre. Désormais, c'est quand même de la fibre optique, donc c'est quand même pas rien, c'est une infrastructure ultra puissante. Eh bien, on nous met dans la position d'accepter tout cela, d'autant plus qu'on va mettre en place des réseaux de satellites de basse orbite, une quantité des millions de satellites, pas des millions, pardon, des milliers de satellites, qu'on va effectivement être capable, du coup, avec lesquels on va arroser tout un tas de sites comme cela. Ah, mais oui, mais il faudrait nous dire tout ça. Où est-ce qu'on a vu tout ça? Moi, je ne l'avais pas vu avant de rentrer dans le dossier. Vous voyez un petit peu tous les problèmes qui sont posés. Autre Excusez-moi, type de Dominique choix. Boulier. Excusez-moi, j'ai un petit peu peur qu'il nous reste plus beaucoup de Oui, temps pour le débat, et donc je vous proposerai peut-être peut-être je de termine là-dessus. clôturer tout doucement si ça vous convient, Non, mais et que c'est bon. certainement on va pouvoir rebondir sur un ensemble de questions également très intéressantes avec le débat avec le public. Oui. Merci. Donc, dernier point, hein, je termine là-dessus de toute façon. Donc, Je vous en prie. on vous parle des antennes avant tout. Hein, tout le monde est obsédé par ça, y compris les enjeux sanitaires, etc. En réalité, on devrait discuter des centres de données qui vont coordonner des antennes et qui, du point de vue de la consommation énergétique, voire éventuellement des effets sanitaires, peuvent être aussi importants. On vous dit qu'il faut se méfier de la Chine. Bon, en réalité, on oublie de vous dire que tous les services de renseignement, en réalité, ont pompé des ressources et des données sur tous les réseaux depuis très longtemps. On vous parle de la vitesse à tout prix, on oublie la sécurité, j'en ai déjà parlé, et puis on vous parle des capacités de réseau qui vont générer plus d'égalité, parce que comme ça va permettre de distribuer les ressources pour tout le monde. En fin de compte, c'est faux, puisque les différences entre territoires seront accentuées. Donc voilà, et je termine là-dessus, sur le fait qu'il y a des arènes de subpolitique, le terme de Riebeck, qui ont pris tout le pouvoir, les conseils d'administration, les réseaux de recherche des firmes, les instances internationales de normalisation, les agences d'attribution de fréquences, la Commission européenne, alors que les arènes politiques classiques, elles, ont été dépossédées de tout cela. Et finalement, eh bien, toutes les décisions se prennent dans des espaces de gouvernement totalement décalés ou détachés, je vais dire même, de la vie citoyenne. Alors maintenant, on critique les gens qui réclament un débat en leur disant c'est trop tard ou alors vous n'êtes pas capable parce que c'est trop compliqué. Eh bien, il y a un vrai problème. Si c'est vraiment important, il va falloir en discuter. Et donc, toute cette liste des participants, des parties prenantes du débat, voilà ce que l'on devrait mettre sur la table et dire comment on peut les récupérer. Voilà, excusez-moi, je suis parti dans des présentations ou des détails à visée pédagogique qui n'étaient pas forcément très importants. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Dominique Boulier, un très grand merci pour cet exposé réellement intéressant et surtout éclairant, donc qui nous permet d'avoir une perspective beaucoup plus globale que simplement les aspects techniques ou simplement les aspects sanitaires ou les aspects écologiques, mais vraiment englobant, vraiment qui permet donc de pouvoir poser les problématiques dans leur ensemble. Eh bien, à ce propos, donc justement, comme vous disiez, il y a peut-être d'une certaine manière une certaine confiscation, si pas du débat, en tout cas des éléments, des perspectives techniques, des choix techniques qui, comme vous l'avez montré, ont quand même un impact sociétal. Et donc, lorsque nous nous sommes parlé il y a quelques jours, eh bien, nous avons évoqué le fait qu'il y avait dans certains pays, par contre, des plateformes qui existaient, qui permettent en fait à la fois de regarder, je dirais, en avant et en arrière, c'est-à-dire vers le futur, c'est-à-dire de poser des choix ou en tout cas d'orienter des choix pour les technologies à venir, mais également de regarder quelles ont été les promesses tenues ou non tenues et pourquoi des technologies déjà existantes ou qui ont été déployées. Notamment, vous mentionnez le cas de la Hollande. Est-ce que vous pourriez peut-être dire un mot là-dessus? Alors oui, voilà, typiquement, là, il y a de l'innovation à faire, si vous voulez. C'est de l'innovation d'espaces démocratiques socio-techniques qui permettent de confronter la façon de gérer ces décisions. En Hollande, comme au Québec notamment, il y a ce qu'on appelle les Office of Technology Assessment, donc qui font de l'évaluation technologique, qui sont à mon avis pas des modèles, hein, mais qui sont des tentatives intéressantes. Leur pouvoir réel au bout du compte est sans doute limité. Il faudrait l'examiner plus en détail au cas par cas, d'ailleurs, ça dépend des situations. Mais il n'empêche que c'est l'idée qu'il y a non pas seulement des parlementaires qui s'en occupent, non pas seulement des experts, et non pas seulement des associations militantes, c'est qu'on peut faire parler tous ces gens-là et on va rentrer dans les choix techniques. Précisément, c'est ça le problème en général. Vous savez, dans un débat parlementaire, les députés vont dire des généralités sur l'égalité, sur l'environnement, sur tout ça. Bon, d'accord. Et puis tout le monde va dire oui, mais les opérateurs vont dire mais bon, comme ils ne connaissent rien au dossier, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Il y a là, c'est différent. Là, dans l'Office of Technology Assessment, on est obligé de discuter avec des experts et avec c'est pas une forme de tribunal, mais quasiment. Et il y a une forme on doit rendre compte et on doit dire éventuellement ce qu'on va faire pour, par exemple, remédier à certains problèmes qui ont été soulevés.
Donc, je pense qu'il y a un champ d'expérience et un champ d'innovation dans ce domaine-là qui est très important à continuer à développer et on ne peut pas rester dans l'état actuel des formes de débat sociotechniques qui sont en réalité totalement opacifiées, opaques par le fait qu'ils deviennent encore plus complexes, soi-disant. Vous voyez, quand on a une ligne de TGV ou bien quelque chose, on accepte de dire que les riverains pourraient avoir leur mot à dire. Donc, en France, on fait des enquêtes d'utilité publique, on fait des choses comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, au moins on accepte qu'il y ait un débat. Mais là, par exemple, sur la 6G, vous savez où est ce débat, vous? Eh bien non, vous ne savez pas. Le 3GPP, qui est le groupe qui gère ça, ben, il a commencé à travailler là-dessus, dans son petit coin. Et c'est maintenant qu'il faudrait nous mettre ça sur la table et nous dire, mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Encore plus de vitesse, encore plus de débit. Il fait des choix qui sont très très importants hein, en termes de virtualisation du système, etc., d'automatisation, tout un tas de choses. Eh ben, d'accord, mais c'est ça qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment nos priorités? Voilà ce qu'il faudrait mettre sur la table, sans suspicion a priori, mais pour dire, prenons le temps d'en discuter. Et à ce moment-là, vous aurez ce qu'on appelle de l'acceptabilité sociale. C'est un mauvais terme parce que ça consiste à dire, on va faire en sorte que vous acceptiez et que vous soyez convaincus, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, d'adopter les solutions proposées. On peut au moins en profiter pour en discuter au moment où c'est ouvert. Là, évidemment, pour la 5G, on est un peu tard. Mais, je le dis, pour la 5G 26 GHz, il y a encore de la marge pour le débat. C'est vraiment là-dessus sur lequel il faut mettre l'insistance. Merci. Avant de passer donc la parole au public, j'aimerais bien également vous poser donc une seconde question relativement courte. Vous parliez justement de la chaîne de valeur et donc on voit que en ce qui concerne les technologies, je dirais essentiellement peut-être au-delà de la 3G, donc essentiellement 4G, 5G, sont des technologies qui vont en réalité très peu profiter à certains acteurs, notamment par exemple les opérateurs de télécom sont alors, ce n'est pas qu'ils sont peu enclins à déployer ces nouvelles technologies, mais en tout cas, ce ne seront pas eux qui vont certainement générer le maximum de revenus, alors qu'en réalité, ils transportent des contenus de ceux qui vont en générer les revenus. Donc, vous mentionnez, par exemple, Facebook, Netflix, des compagnies comme ça se soucient très, très peu de l'infrastructure. Ils mettent une pression justement pour qu'il y ait des nouvelles infrastructures, mais en même temps, elles ne participent pas au financement de ces infrastructures et au final, ce sont elles qui retouchent en fait les dividendes de ces investissements. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de créer ou de repenser un modèle de manière à avoir quelque chose de peut-être plus vertueux, de plus intégré? Alors, c'est exactement l'objet de la bataille. Ça, on n'en parle pas non plus dans les débats, hein, mais c'est vraiment l'objet de la bataille actuelle. C'est-à-dire que si on fait aussi, enfin, les avantages à tirer pour les opérateurs de ce type d'innovation, ils vont les choisir parmi les possibilités en fonction de ceux qu'ils vont pouvoir monétiser un maximum. Parce que vous avez complètement raison de dire qu'actuellement, ils ont l'impression de se faire avoir, quoi, clairement. Et donc, c'est effectivement les grands fournisseurs de contenu qui obtiennent des abonnements, et les gens consomment de plus en plus, et ils ne reversent rien à ceux qui donnent l'accès, pourtant, physique, matériel, si vous voulez. Or, les opérateurs, il faut dire aussi qu'ils ne sont quand même pas malheureux. Ils ont vraiment très bien profité de toutes ces années de développement. Ils se portent très très bien. Mais ce n'est pas du tout le même modèle économique que celui des plateformes, qui elles n'ont pas à gérer des infrastructures comme ça. Ils ont leur centre de données, évidemment, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et elles ont en plus une valorisation boursière absolument extravagante, alors que les opérateurs qui ont une véritable expérience, une tradition, des choses comme ça, ils sont très frustrés de ne pas être valorisés aussi. Le problème, c'est ça, c'est que si on porte ça, juste l'évaluation en termes de valorisation boursière, évidemment, ça ne marche pas, ils ne sont pas dans les mêmes mondes de ce point de vue-là. Mais du coup, les opérateurs, ils ont bien compris qu'il fallait profiter de cette nouvelle génération technologique pour devenir ceux qui allaient monétiser, comme je l'ai dit, en utilisant toutes les possibilités de fragmentation des capacités d'allocation des ressources. Et à ce moment-là, on va commencer à pouvoir les monétiser à la volée. Et donc, pour ça, il faut faire tomber le Wi-Fi, il faut faire tomber le câble, etc. Et tout mettre sur de l'hertzien et en l'occurrence donc des technologies mobiles, y compris avec les satellites. Et alors là, on va pouvoir faire payer encore plus tous les acteurs pour des services optimisés, particuliers, etc. Et là, ils sont en train d'imaginer qu'ils vont pouvoir reprendre la main. Donc, je suis plus, comment dire, lucide, je pense, de ce point de vue-là, sur leur intérêt dans l'affaire, parce que là, il y a une chance de récupérer leur mise de façon beaucoup plus fine. Alors évidemment, là, je ne vous parle pas de la neutralité d'Internet, de la légalité de diffusion, etc. Tous ces principes-là, ce n'est pas forcément la priorité dans l'affaire, hein. Ça c'est clair. D'accord, merci beaucoup. Je propose donc maintenant d'ouvrir
les questions au public. Et donc, je vois qu'il y a une question de Monsieur Jean-Louis Pont. Je vous en prie, prenez la parole. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence tout à fait passionnante. Deux brèves questions. Est-ce qu'on a déjà des exemples d'impact des différentes fréquences sur la matière organique? Ça, c'est une première question. Et la deuxième est plus sociétale. Est-ce que, en fait, vous savez peut-être qu'il existe des expériences de parlement citoyen de plus en plus généralisées. Et à Bruxelles, un des sujets qui devrait être traité par le Parlement mixte citoyen et élu à venir, c'est une proposition de loi qui est en train, ou de directive qui est sur la table, serait la 5G. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un tel Parlement qui se mettrait en place? D'avance, merci pour votre réponse. Alors, je suis désolé pour la première réponse. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais dire des choses, mais qui vont être des banalités. Je ne suis pas un spécialiste de la question. En réalité, la chose qu'on sait seulement, c'est que de toute façon, c'est un problème de distance. Hein, le problème de distance vis-à-vis de la source. Donc, effectivement, si vous êtes tout près, même votre téléphone, tout cela a des effets sur la matière organique complètement différents de si vous l'éloignez de 1 mètre ou 2. Donc, tout ça c'est un des éléments que je pourrais donner. Et demain matin, il y a, je pense, des gens qui vous donneront des réponses beaucoup plus fines. Et ce sont les experts du domaine. Ne mélangeons pas tout. Je ne prétends pas être expert de tout. Mais n'oublions pas la question de la distance, parce qu'elle est très, très importante. Effectivement, c'est basique, hein, y compris parce que l'onde, effectivement, de fait, va exercer moins de puissance et d'effet à partir du moment où vous l'éloignez, où vous éloignez la source. Donc ça, c'est une chose. Alors sur les parlements, l'idée des parlements socio-techniques d'une certaine façon, ça, je pense qu'il y a, vous avez complètement raison, il y a matière à innovation dans ce domaine-là. La clé de cette affaire-là, c'est d'être capable de considérer que c'est pas, c'est justement une assemblée ad hoc, mais pas à la mode. Par exemple, en France, on a fait une conférence de citoyens locale, temporaire, si vous voulez, sur des sujets généraux comme cela. Là, il faut trouver le moyen d'installer une circulation de la connaissance avec des non-experts, justement, il faut l'admettre. Parce qu'une fois qu'on s'oblige à faire ça, y compris les opérateurs, moi j'ai participé à l'Agence nationale du débat public en France sur les questions de déchets nucléaires, par exemple, mais on voit bien qu'ils sont obligés de réviser leurs arguments. Hein. Donc tous les opérateurs, tous les parties prenantes ont un intérêt à avoir une confrontation à des non-experts et à être obligés d'expliquer les choses. Et là, on ouvre des boîtes noires. C'est bien ça la question, hein, ouvrir des boîtes noires. Au moins faire ça. Et de fait, il faut du coup que les parlementaires, au Parlement européen, quand on installe ça, il faut qu'on s'assure qu'il y ait une distribution de la connaissance correcte. C'est la condition de base pour tout cela. Et puis après, effectivement, il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire que si vous intervenez trop tard, eh bien évidemment, on va vous dire, le coup est parti, ou on va vous dire, il y a comme on dit, une dépendance de sentier, comme on dit sur le plan économique. C'est-à-dire que de fait, on a déjà tout développé, les technos, vous ne voulez pas qu'on annule tout et qu'on recommence à zéro. On n'est pas dans les logiques de temps réversible, comme je disais avant. Ce n'est pas possible. Alors qu'on pourrait faire ça, hein, on pourrait tester des choses, puis se dire, tiens, on revient, etc. Les développeurs font ça dans leur labo, d'ailleurs. Ils testent des choses, ils reviennent, ils le règlent, ils refont des choses. Heureusement, ils le font quand même dans les labos. Mais au-delà, on pourrait aller dans des démonstrateurs, si vous voulez, hein, pas des incubateurs, on appelle ça aussi quelquefois des living labs. Donc, c'est d'ailleurs où il y a vraiment des gens qui vont utiliser, de fait, les services expérimentaux. Quelquefois, c'est très compliqué à mettre en place, mais on fait des simulations et ça attire l'attention sur un certain nombre de problèmes. J'ai fait ça dans une vie antérieure, dans les user labs que j'ai développés. Donc, on a effectivement là des possibilités. Il faut surtout être capable de rentrer dans les questions de spécification technique et ne pas se dire, nous, on va juste travailler sur les impacts sanitaires ou les impacts environnementaux, point. À ce moment-là, là, on est cuit. On s'est fait marginaliser, alors que la question technique, elle doit être partagée et débattue aussi. Et ça, je pense que c'est bon pour tout le monde, pour la culture scientifique et technique d'ailleurs, et puis pour le fait que les ingénieurs ne sont plus tout seuls à décider. Ils deviennent partie prenante eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs quelquefois des choix et des contraintes. Ils aimeraient bien qu'on discute de certains choix. Hein. On ne pense pas que tous les ingénieurs sont persuadés que leur firme est la meilleure dans le domaine. Les ingénieurs de Google, ils débrayent, ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. Voilà. Donc, ouvrons ces possibles-là aussi dans ces firmes-là. Alors, je vois qu'il y a une question également qui a été posée par écrit, donc je vous la lis. Donc, Dominique Boulier, quel est d'après vous le possible impact du projet Magma, lancé par Facebook avec Open Air Interface et Open Infrastructure Foundation, sur la diminution de monopole des fournisseurs de matériel et les avantages pour les utilisateurs finaux
tout comme pour les opérateurs. Donc, disruption on the current state of the network infrastructure. Alors, écoutez, je ne connais pas spécifiquement le projet, pas assez précisément, et donc je ne voudrais pas là aussi dire des choses trop vagues sur l'aspect. Le fait que Facebook soit dans la boucle, on se doute bien qu'il y a quand même derrière d'autres intentions. Donc déjà, effectivement, ça refroidit un petit peu, parce qu'il ne faut pas croire, c'est quand même une firme qui sait très très bien où elle va de ce point de vue-là. Mais il faut aussi admettre qu'il y a par contre, il y a des solutions, par exemple, de développement de réseaux locaux ou de mèches ou de choses comme ça, de choses que l'on partage, qui sont techniquement très intéressantes et qui devraient pouvoir constituer une infrastructure de partage qui ne serait pas forcément celle liée à la 5G, qui serait d'autres types de réseaux de partage beaucoup plus développés. Ça existe, vous avez complètement raison de dire qu'il y a des communautés actives, hein, il y a des gens qui développent des choses comme ça de façon tout à fait fascinante. Malheureusement, là, dans le cadre de ce débat-là, je n'ai pas vraiment revu l'état de la technique sur cette question-là, donc je ne voudrais pas dire des bêtises, mais vous avez complètement raison qu'il faut faire des choses de ce type-là. Quand on associe ça à des communautés de hackers ou des communautés de citoyens à Facebook pour cela, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ce n'est pas faire de l'ostracisme a priori, mais il y a quand même, il ne faut pas être complètement naïf, quoi. Il se passe quelque chose autour de ça, donc il faut éclaircir le problème. Et inventer des solutions, par contre, oui, là, si on obtient des ressources pour ça, très bien. Très bien, je vois qu'il y a également une question donc, de M. Martin Maréchal. Voilà, je pense qu'on va m'entendre. Ben oui, bonsoir et merci pour cette présentation qui était vraiment très très intéressante. Et ce que je trouvais super, c'est que c'était une présentation scientifique, neutre, etc. Mais en même temps avec quelques éléments de réponse comme ça qui étaient disséminés à droite à gauche, parfois quelques réponses déjà glissées subtilement. J'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, je pense qu'un des premiers points, c'est qu'il y a un manque de maîtrise du dossier et même dans le chef des politiques et des personnes qui décident. Si tant est qu'ils ont encore un tout petit peu la main sur ce qui est fait, qu'effectivement, parfois le coup est parti, c'est un peu trop tard, finalement, oui, désolé, vous savez ce qu'on a déjà investi, rendez-vous compte, on ne peut pas revenir en arrière. Sur le coup de tapisser notre atmosphère basse sur les satellites, est-ce que quelqu'un se pose un peu la question de se demander s'il n'y a pas déjà beaucoup trop de déchets de toutes les expériences précédentes qu'on a faites et qu'on a mis en atmosphère, et tous ces déchets cosmiques, spatiaux sont un problème de plus en plus important, et personne n'a l'air de vraiment. Voilà, il y a Musk qui envoie ses propres satellites dans le plus grand des calmes, mais c'est un petit peu particulier. Mais la question, et j'arrive vraiment à la question principale, c'est moi ce que j'ai comme réflexion, c'est pas tellement est-ce qu'il faut 4G, 5G, 6G, 10G, c'est est-ce qu'à un moment donné, l'humanité se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de plus de résolution, de plus de rapidité, etc. Quand on a inventé le livre, à un moment donné, on a perfectionné le livre. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tourner les pages plus vite que ce que l'œil pouvait lire, qu'on ne pouvait pas passer nos yeux sur les mots plus rapidement que ce qu'on pouvait faire. Voilà, maintenant on a des télés avec des couleurs, des palettes de couleurs incroyables. On sait que quand on améliore encore la palette de couleurs, l'œil ne détecte plus la différence. Quand on a une vidéo qui est à 4K, c'est pas dit qu'à 8K, on détecte la différence. Et donc, il y a pas, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une réflexion globale sur, à un moment donné, se dire, voilà, ouais, c'est peut-être le livre que Jean-Louis Pont nous montre. C'est dommage qu'il n'y ait pas une réflexion de se dire, OK, on est un certain nombre d'humains sur Terre, finalement, on a une telle capacité au niveau sensoriel. Donc, qu'est-ce qu'il faut en termes de données, effectivement, pour pouvoir voilà, voir un film dans des bonnes conditions, écouter de la musique dans une bonne condition. Effectivement, des exceptions de type médical, donc pour les radios, effectivement, là, peut-être pousser la technologie au maximum, mais pour regarder une vidéo sur un smartphone, est-ce qu'on a besoin d'aller si loin? Et c'est dommage qu'on ne réfléchisse pas tant sur ça. Et surtout, je voulais poser la question, est-ce que vous pensez que ce genre de choses a été calculé à un moment donné, même si ce n'est pas rentable d'en parler, puisqu'on parle d'une limitation? Et alors, l'autre question que j'avais, qui est toute bête aussi, c'est au niveau des ressources, en fait. Toutes ces nouvelles technologies, à chaque fois, il faut recréer avec des terres rares, avec des métaux rares, avec des batteries. Voilà, tout ça est exploité joyeusement au Congo, en Australie, au Brésil. Mais est-ce qu'à un moment donné, on aura assez de ressources pour commencer à planter des petites antennes de 5G, de 6G, de 7G? Est-ce qu'on a fait un état des lieux de ce qu'on peut se permettre, en fait, avec les petites ressources qu'on a sur Terre? Je sais que c'est un petit peu naïf comme question, mais parce que j'ai un peu la réponse. Mais voilà. Et enfin, je pense que vous avez tout à fait raison, vous l'avez glissé, le cadre énergétique contraignant, je pense que c'est ça la solution, c'est de se dire à un moment donné, voilà, si le quota est atteint, on ne télécharge plus son film à 8K, vous tombez à du 2K et ce sera déjà très bien et personne ne va en mourir. Voilà. Merci. Alors, j'ai fait l'erreur de croire que vous aviez une question, mais en réalité, vous en aviez 4, donc je n'ai pas forcément tout noté précisément. Donc,
Donc, je vais répondre très rapidement sur certaines d'entre elles, puisque je suis sur l'idée de la question des satellites. C'est vrai que moi, j'ai été étonné de retrouver ce dossier-là quand j'ai commencé à étudier la question, parce que je suis d'accord avec vous, il y a quand même eu des expériences, des tentatives, et tout ça n'était pas brillant, du point de vue même des performances. Et puis, au bout du compte, vous avez complètement raison de dire que l'encombrement de l'espace, c'est quand même une solution de très court terme, là encore, en disant on verra bien les conséquences après. Et oui, mais ça sera encore une fois trop tard. C'est-à-dire que donc, comment on mutualise les choses, comment est-ce qu'on va réguler tout cela? Il y a pourtant une régulation de l'espace, mais une régulation qui est apparemment insuffisante sur ces points-là. Et donc, on voit bien en revanche l'intérêt qu'il peut y avoir du coup pour arroser des zones non desservies, des réseaux où justement on ne pourrait pas dire on va mettre de la 5G partout parce qu'il faudrait les zones denses. En réalité, il y a des choses qui sont du coup qui donnent des solutions dans ce cadre-là. L'autre aspect qui était sur les terres rares, entièrement d'accord. Hein, ce cycle de vie, il comprend cet élément-là. Et la façon dont certains pays, je pense à la Bolivie par exemple, avec le lithium, etc., comment est-ce qu'elles sont capables de reprendre le contrôle, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en partie, sur leurs ressources, mais derrière les batailles phénoménales qu'il y a pour effectivement mettre la pression, pour dire non, on veut capter ces ressources-là et les prendre au moindre coût, évidemment, et jamais en se posant la question de dire bah oui, mais de toute façon, elles sont limitées, là encore, on est encore dans le modèle extractiviste, hein, comme on dit, et l'extractivisme, effectivement, c'est ce qui nous a mené dans le mur du point de vue écologique. Donc, il va être quand même temps de se dire qu'est-ce qu'on a comme substitution, comment est-ce qu'on pense les choses. Alors, ils vous disent non, vous en faites pas, tous les développeurs sont conscients de ça, il ne faut pas penser non plus que les gens sont complètement dans un monde totalement déconnecté. Ils disent oui, par exemple, les micro-cartes SIM que l'on va faire pour la prochaine génération, ce sera quasiment de la poussière, si vous voulez. Hein, c'est vraiment très minuscule, c'est vraiment minuscule. Parce que précisément, y compris lorsque ça permet des attaques, etc. Donc, ils vont optimiser ça pour justement moins consommer. Mais il n'empêche que le terminal, il continue à consommer. Et on n'a pas encore réellement imaginé de réduction drastique de l'ensemble des matériaux qui peuvent être liés à cela. Le point que vous avez apporté, moi, me paraît vraiment très important sur la question de toujours plus vite, etc. Et notamment toujours plus vite. Parce que je pense qu'on a là, et j'en parlerai un peu demain, mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'important, c'est cette question du rythme. Et vous avez complètement raison de dire que c'est notre système attentionnel qui est au cœur de ça, c'est le principe, c'est au cœur de mon livre, là, justement. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec mes labos des usages aussi sur les questions de sciences cognitives. Et effectivement, le problème des types d'attention qu'on mobilise, au bout du compte, ça bute quand même sur le fait, comme vous le dites, que l'expérience, pour prendre presque une expression phénoménologique, effectivement, le temps de l'expérience, évidemment, il n'est pas compressible, quoi. Vous avez complètement raison de le dire. Sauf que, vous savez très bien qu'il commence à y avoir des gens qui apprennent à lire des vidéos en avance rapide. Hein. On apprend à lire ça. Ça se fait. C'est incroyable, mais oui, ça se fait. Et d'autre part, sur le fait que du coup, comme précisément on a une pression pour avoir les contenus à longue expérience mangent beaucoup de temps, eh bien, les contenus se réduisent. Vous avez remarqué, le format court est devenu la règle, et petit à petit, c'est plus le format court, je ne parle pas des tweets, hein, même en dehors de ça, mais tout devient le format carrément ultra court, et qui fait que du coup, vous allez pouvoir juste avoir une idée de quoi ça parle, et puis c'est bon. Et avec ça, vous allez être participant à la discussion, à la conversation, comme on dit, et ça suffira. Après tout, vous n'avez pas besoin de lire le livre, il suffit de vous lire la critique. Ah, même la critique, c'est un peu trop long. Et donc la critique, vous avez 2-3 citations bien choisies, et ça suffit. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, vous en parlez. Donc c'est bon, vous participez à la conversation. Et donc la contrainte attentionnelle, elle est vraiment présente. Et l'effet, c'est que justement, la transformation par la pression des systèmes techniques et publicitaire, parce qu'en derrière, c'est ça, hein, c'est qu'il faut qu'on soit actif, réactif pour qu'il y ait toujours des moments où on injecte de la publicité, et bien à ce moment-là, les performances des systèmes techniques, elles servent à quoi? Elles servent précisément à réduire cet empan attentionnel, si vous voulez, et donc du coup, à être en permanence dans la réactivité. Le problème de la latence, c'est celui-là aussi. On se dit, oui, c'est quand même génial de pouvoir être sur nos jeux vidéo, sur Pokémon Go, et d'être en permanence, tac, et ça réagit tout de suite, blablabla, parce qu'on est en situation réelle, urbaine. C'est vraiment génial. Oui, mais résultat, ça veut dire aussi qu'on est précisément dans cette réactivité en permanence, quoi, et qu'on nous contraint, j'allais dire que, y compris on adhère complètement à ça, hein, on n'est pas obligé, ça c'est clair. Mais au bout d'un moment, on est capable de nous séduire suffisamment pour que précisément on adopte cette réduction des rythmes
collectivement. Donc, ça veut dire qu'y compris tous les débats, quand on préconise des débats comme cela, évidemment, les gens vous disent, mais vous ne vous rendez pas compte, le temps qu'il faut, le ralentissement que ça suppose, etc. Donc, la reprise en main de nos rythmes collectifs au niveau global du collectif, justement, des débats publics, et la reprise en main des rythmes au niveau quotidien, et donc ce ralentissement général de notre système attentionnel équipé par le numérique, c'est un problème clé. Je pense que le rythme, c'est vraiment la question clé qui fait qu'on est du coup complètement, et ça devient moins visible, si vous voulez, si on occupait votre jardin, si on vous envahissait votre appartement avec des flux de données, vous verriez les effets de cette captation des données. Vous direz, mais ça va bien, il rentre chez moi, lui. Non, évidemment, vous ne le voyez pas. Par contre, tac, 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 votre attention elle-même, elle est temporellement captée. Et ça, c'est un point qui est vraiment critique parce qu'on ne le voit pas, on est pris dedans. Et c'est gratifiant en plus, vous savez bien. Donc voilà, vous avez tout de suite, tu dis, tiens, mais tu n'as pas vu le film machin? Oh ben non, oh ben je le veux. Tac, j'appuie, pouf, 3 secondes après, vous l'avez sur votre téléphone. Donc c'est, en psychanalyse, on appelle ça le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est l'antithèse du désir, c'est-à-dire, enfin l'antithèse, le court-circuit du désir. C'est-à-dire effectivement le désir, quelque chose qui s'élabore, qui se construit, et qui a des obstacles aussi éventuellement, qui se trompe d'ailleurs aussi, mais qui effectivement se construit dans le temps. Tandis que là, c'est je veux, je l'ai. Et donc, ce diktat-là, si vous voulez, c'est le diktat de la pulsion, vous vous rendez compte. Et évidemment, on a des systèmes économiques qui sont ravis, je veux dire, de faire ça, donc de vous proposer cette immédiateté de la non-décision, parce que c'est même plus des décisions. Et les systèmes techniques qui disent qu'il n'y aura plus de latence, évidemment, on vous dit oui, mais c'est pas pour ça, c'est pour les automates industriels. C'est vrai, ils ont raison, c'est aussi pour ça. Bon. Mais en attendant, le modèle culturel qui se diffuse, c'est ça, c'est-à-dire que attendre un peu, c'est insupportable. Bon. Et donc là, cette culture-là, elle se diffuse, elle percole, j'allais dire, dans toute notre façon de vivre, et nous y contribuons, ne l'oublions pas, nous y contribuons. Donc, il s'agit d'être vigilant là-dessus. Merci beaucoup. Il y a une autre question, je pense, vraiment très intéressante dans le chat. On est en 2021, donc au milieu de cette pandémie donc de Covid, et on a vu une autre pandémie, évidemment, débouler en lien avec la 5G, donc c'est tout ce qui concerne les désinformations sur les réseaux sociaux et la propagation de théories du complot auxquelles, finalement, ont été liées de manière parfois un petit peu melting pot, surprenante, les 5G, les vaccins, l'arrivée du Covid, enfin voilà, donc on ne peut quand même pas échapper, on n'a pas pu échapper à ça. Et donc, selon vous, Dominique Boulier, comment peut-on faire face à ce type de phénomène, et notamment peut-être pour les académiques, à partir du moment où les académiques, les ingénieurs sont essentiellement donc dans l'explication, avec une assise rationnelle scientifique, alors que peut-être ces théories, elles ne sont pas dans la compréhension, dans la recherche de la compréhension, mais plus de l'ordre de la croyance finalement. Et donc, est-ce que expliquer, enfin, peut-être déjà, on peut constater que expliquer n'a peut-être pas été suffisant, ou en tout cas ne semble pas avoir d'impact. Selon vous, quelles leçons peut-on tirer de ça, et comment pourrait-on sortir de ce type de situation? Alors, il est clair qu'effectivement, quand le débat sur la 5G commence à être pollué par l'ensemble des incendies de tours de 5G, d'antennes, etc., alors là, c'est radical, vous ne pouvez plus discuter de rien, parce que vous êtes sommé d'être pour, contre, etc., de condamner. Résultat, total, une focalisation sur précisément des questions, une réactivité extrême, sur le plan d'une sensibilité émotionnelle de la part de ceux qui sont concernés par le problème, et qui du coup en tirent des conclusions, y compris la connexion 5G coronavirus, j'en parlerai un petit peu demain. Donc, mais il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que entre les systèmes techniques et ce type de façon de réagir à tout cela. Et le problème, justement, il n'est pas lié forcément à la question des fake news d'un côté, ou à la terminologie qu'on utilise quelquefois de croyance, etc., en disant il y a quand même des choses rationnelles qu'on doit fixer, qu'on doit définir, etc., à mon micro-grésille. Oui. Ça m'arrive de temps en temps, donc je vais passer sur. J'ai toujours une solution, un plan B, vous savez, il faut toujours avoir ceinture et bretelle, donc je change de système qui devrait corriger le défaut. Qu'est-ce que vous en dites? Parfait. Bon, voilà. Cela dit, il risque d'arriver quand même. Donc, je vais revenir à l'autre après. Enfin, comme je donne à longueur de semaine des cours en ligne, comme ça, j'ai appris que ça se dérègle. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et donc,
ce que je disais, c'est que le problème n'est pas le problème tant de la vérité ou pas de la vérité, c'est le fait que tout cela se propage à une telle vitesse. Vous voyez. Là encore, on est sur des problèmes de rythme. Parce que des gens continuent à penser qu'il y ait un rapport entre la 5G et le coronavirus. Bon, vous pouvez toujours essayer de faire la démonstration scientifique, si vous voulez. Il y a des gens pour qui bon, ça correspond à une façon de relier des phénomènes occultes. Bon, voilà. Et donc, tout est comme par hasard. Vous savez, c'est l'expression qui est comme par hasard. Il y a des relations. Et comme par hasard, en Afrique, il n'y a pas de coronavirus. C'est parce qu'il n'y a pas de 5G. Bon, très fort. Vous voyez, les spurious correlations, comme on dit, c'est-à-dire effectivement les corrélations délirantes, il y en a partout, à tout moment. Le problème, c'est que ces gens-là pensent là, que le pensent même dans leur petite communauté, ce n'est pas trop un problème. Le problème, c'est que vu les systèmes techniques que l'on a, et c'est mon bouquin entièrement à ce propos-là, la façon dont on a encouragé les choses choquantes, mais pas parce qu'elles étaient choquantes, parce qu'elles nous poussent à la réaction. Parce que ça donne ce qu'on appelle de l'engagement. Donc, il y a ce qu'on appelle, en sciences des données, on appelle ça le score de nouveauté. Il y a un score de nouveauté qui fait que quand il y a quelque chose de nouveau, comme vous avez un bouton retweet qui est juste là, ou bien partager, c'est pareil, et bien, aussitôt vous partagez, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous trouvez ça complètement stupide, mais vous vous dites, oh c'est incroyable, c'est tellement gros. Et donc, nous sommes encouragés à republier, à répliquer tous ces contenus totalement délirants éventuellement, mais quelquefois, le problème n'est pas forcément de critiquer le fait qu'elle soit fausse ou vraie, ou qu'il y a de la croyance là et de la croyance ailleurs, parce qu'après tout, il y a des croyances et c'est un statut de connaissance, des croyances. Tout le monde a des croyances. Bon, on n'est pas sans croyances, je veux dire. On n'est pas scientifique en permanence dans notre vie, ça n'existe pas. Et donc, de fait, il y a des croyances. Mais le problème, c'est qu'elles se propagent à cette vitesse-là et que du coup, on ne peut plus les contrôler et qu'elles captent l'attention d'un si large public. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport entre le fait que, justement, si on veut revenir à un débat serein sur ces questions-là, il ne faut pas non plus disqualifier a priori tous ceux qui émettent des doutes. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, OK, tout le monde marche droit et puis on a juste, on donne les clés à quelques ingénieurs, quelques groupes industriels et quelques scientifiques, et puis c'est bon, quoi. Ils vont nous faire le monde de demain, idéal, bien entendu, idéal, et puis c'est tout. Bon, on ne vit pas dans un monde comme celui-là, on ne vit pas dans une totale technocratie, au sens vraiment le pur du terme, mais en réalité, il faudrait plutôt trouver le moyen de dire, OK, il y a des gens avec qui on peut discuter, qui ont des doutes, OK, cela, on construit l'arène, comme on discutait tout à l'heure avec nos interlocuteurs, on construit des arènes pour ça, mais dans tous les cas, ce sera des processus lents. Ce sera des processus où on fait l'échange d'arguments. On n'est pas là à réagir, à donner des likes, à taper sur le gars qui a employé le mot qu'il ne fallait pas. Oh, ben, voilà, terminé, il est mort. Non, il a peut-être employé un mot qu'il ne fallait pas, mais en attendant, son argument peut continuer à être valable. On fait tout ça dans les débats. On dit, oh, bah non, mais je n'aurais pas dû dire ça. Ah, c'est fini. Sur les réseaux sociaux, vous êtes mort. Non, vous avez effectivement tout un tas de conditions à réunir qui sont des conditions d'un vrai débat démocratique, d'un débat public en général, ou même d'une discussion à peu près raisonnable, où il n'y a pas toujours la raison. Hein, non. Okay, on admet quelquefois, on met des hypothèses, c'est un peu douteux quand même notre affaire. Et quand on vit dans le monde du Covid, on sait qu'il y a des hypothèses très douteuses qui ont été émises par des très grands scientifiques. Hein, je veux dire, bon, et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est bien avancé. Hein. Ben oui, c'est comme ça. Il y a des moments aussi où même quand on est scientifique, on fait des hypothèses. Quelquefois, vraiment, on aurait pu s'abstenir. Après, on se dit, bon, mais dans d'autres cas, ben oui, ça fait partie de la discussion. Et donc, cette situation-là, il faut créer les arènes de débat, comme on dit en sciences politiques, les arènes de débat pour que ça soit vivable. Et les réseaux sociaux ne seront jamais ces arènes vivables. Je pourrais vous dire comment on peut remédier à tout cela, y compris avec des phénomènes de ralentisseurs délibérés, où vous avez droit qu'à un tweet ou un retweet par jour, par exemple. Quand j'ai dit ça sur le plateau de Laurent Ruquier, il a hurlé en disant « mais vous êtes complètement fanat ». Effectivement, ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si vraiment ça vaut le coup, ce que vous recevez comme message qui peut être totalement délirant, ce n'est pas le problème. Mais si vous jugez qu'il vraiment il vaut le coup, là, vous privilégierez, vous hiérarchiserez. Et du coup, vous ne pourrez plus en faire d'autres dans la journée. Tandis que comme de toute façon, vous n'avez aucune sanction, vous pouvez tout rediffuser, eh bien, allons-y, vous rediffusez tout ce qui est le plus stupide comme ce qui a de la valeur. Et à ce moment-là, vous inondez, vous envahissez le système attentionnel collectif. Et là, c'est grave. Donc ça, et les technologies, quand elles ne visent qu'à servir à ça, et quand on ne se préoccupe pas de se dire, mais comment on pourrait précisément réorganiser le système technique, y compris, comme disait Martin Maréchal, justement, en disant, bah oui, comme j'avais proposé, en disant, on peut réduire tous les débits,
Ben, c'est pareil pour réduire les débits de conversation. Je veux dire, on peut réduire. Vous voyez bien, quand vous avez une conversation dans une pièce, si tout le monde se met à parler en même temps et en plus en s'insultant, au bout d'un moment, tout le monde s'en va, quoi. Je veux dire, c'est pas vivable. Donc, il y a des conditions à réunir et ça, il n'y a pas d'espace institué pour ça. Et les firmes n'ont jamais voulu faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'elles soient démantelées. C'est un des arguments du livre aussi. Alors, il y a également une question très intéressante qui est formulée de manière suivante. Je vais la répéter telle quelle parce que vraiment, elle synthétise bien, je dirais, plusieurs questionnements qui sont souvent entendus. C'est qu'en disant finalement que quelque part, voilà, la 5G, la question n'est plus tellement dans le pourquoi et plutôt dans le comment, vu que cette technologie, elle est en cours de déploiement et qu'on ne va pas rediscuter des fondements de la 5G vu qu'elle est déjà là. En fait, quelque part, en disant qu'il est trop tard pour débattre concernant donc, cette 5G, on va fermer l'horizon des possibles. Également, d'une certaine manière, concernant le déploiement lui-même, on ne peut pas remettre au cœur du débat, il semble impossible de remettre au cœur du débat les choix concernant cette fois-ci pas tellement la technologie, mais la stratégie de déploiement. Donc, que pensez-vous de cela? Moi, je pense qu'il y a deux niveaux. On doit apprendre de ce qui s'est passé là et on doit pouvoir exiger, comme je l'ai dit, pour la 6G, de procéder autrement. Donc, oui, on sait que la 6G est déjà dans les tuyaux. Hein. Bon, donc, pas la 10G encore. Hein, mais enfin bon. Mais effectivement, la 6G est dans des tuyaux, pas vraiment bien dans les tuyaux. Hein. Et donc, réorganisons le protocole, complète discussion autour de ça et ne recommençons pas comme on a fait pour la 5G. Première leçon. Ça, mais ça parce qu'on a du temps. Hein. L'autre, effectivement, on est déjà engagé pour une partie du problème. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir fixer de nouveaux cahiers des charges. Et après tout, ce n'est pas parce qu'on a créé des autoroutes que tout d'un coup, on ne s'est pas dit « Oh, bah tiens, mais c'est accidentogène ». Ça paraît complètement contre-intuitif. On se dit c'est les autoroutes, les accidents, c'est surtout sur les routes sinueuses. Faux. C'est largement sur les autoroutes. Pour des raisons toutes simples, c'est parce qu'on se croit en sécurité. C'est paradoxal, mais sur le plan cognitif, ça s'explique très bien. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut de fait, vous allez être capable de dire on peut implanter du contrôle de vitesse. Ah, bah oui. Donc, on a la possibilité de mettre des régulations par la suite sur un système technique qui a été conçu de façon abusive à un certain moment ou dans un contexte où ce n'était pas le problème. Et donc là, c'est la même chose. On doit pouvoir dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure en disant on peut réguler les débits et puis dire ben voilà, vous ne passez pas en 8K, etc. Ah ben, oui, pourquoi pas, on pourrait le faire. Y compris des autorités locales pourraient dire nous avons un objectif prioritaire qui est l'économie d'énergie au sens global, au sens justement qui comprend l'effet rebond, et donc on vous empêche de le faire. Oui, parce qu'on a des objectifs dans ce sens-là. Et ça va obliger les opérateurs et les constructeurs à se dire, bah, dis donc, si c'est aussi sérieux, il va falloir quand même qu'on change notre façon de construire. Y compris quand on construit des voitures, malheureusement, qui roulent toujours aussi vite d'ailleurs, mais qui ont des systèmes de sécurité et de régulateurs de vitesse. Ah, ils sont incorporés. Donc, on va changer ces systèmes-là à l'intérieur même de la conception de la technique. Donc ça, c'est un élément intéressant. Et puis, pour la 26 GHz, eh bien là, on a encore le temps pour fixer un vrai cahier des charges, si vous voulez, et dire, voilà ce que nous allons exiger. Et le cahier des charges, il va comporter des éléments sanitaires, des éléments environnementaux. On aurait quand même pu attendre, en France par exemple, on a pris les décisions avant que l'agence de sécurité sanitaire ait remis son rapport. On n'est pas à 3 mois près quand même, on aurait pu le faire. Vous voyez. Donc il y a un mépris affiché de ce type d'organisme, c'est quand même scandaleux, quoi. Même si de mon point de vue, je pense qu'elle va rendre un avis favorable, évidemment, etc. Et comme je le disais avant, c'est surtout principalement des problèmes de distance, justement, vis-à-vis des émetteurs. Donc, il faut réguler ça, trouver un moyen de contrôler ces possibles-là. Mais il n'empêche qu'il y a tout un tas d'autres effets qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle les effets cocktails, qui fait qu'on empile des types d'émissions de fréquences et d'ondes diverses, parce qu'il n'y a pas que les radiofréquences de ce type dont on parle. Et donc, il y a là potentiellement, éventuellement, un problème. Donc, il faut mettre en place les études, mettre en place les investigations durables. C'est compliqué, on sait, mais ça vaut le coup parce qu'on va sécuriser et créer plus de confiance. Donc, ça, c'est un élément qui serait à la fois dans le long terme et puis dans le court terme, là, eh bien, prévoir pour les 2022 de délibérer ensemble du cahier des charges qu'on doit fixer pour dire qu'est-ce que ce sera cet Internet des objets. Par exemple, dire mais de quoi on a besoin là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut réellement
autorisé a priori, quelles sont les conditions pour que ce soit faisable, quelles sont les conditions économiques aussi, donc qui est-ce qui peut développer des choses comme cela et comment les données, par exemple, vont être exploitées, comment est-ce que du coup ça sert à enrichir la connaissance, l'apprentissage, comme on dit, de ces firmes-là, alors que les experts du domaine, les citoyens, ça les intéresserait quelquefois. Les citoyens ne sont pas contre aussi avoir quelquefois des feedbacks de leur comportement. Hein. Bon, Et ces discussions dont vous vous parlez, pardon? et ces discussions dont vous parlez éventuellement, y compris au niveau mondial, est-ce une utopie ou est-ce que ce serait une possibilité? Et quelle serait l'instance qui serait la plus, la plus efficace de manière à pouvoir mener ces débats au niveau mondial? Parce qu'on sait que, et ce sera un des objets de ma présentation demain sur les aspects techniques, on sait que les standards, par exemple, sont connus, sont ouverts, sont déposés à l'ITU, donc qui fait partie des Nations Unies. Donc, je dirais, la définition de ces architectures fait partie du bien commun, elles sont connues de tous. Et est-ce que dès lors, le débat pourrait-il avoir du sens ou devrait-il d'office se tenir à un niveau globalisé également? Vous avez complètement raison de mentionner l'Union internationale des télécommunications, qui est quand même la première organisation mondiale de coopération, hein, 1860. Donc c'est quand même avant les Nations Unies, évidemment, etc. Donc c'était intéressant de savoir que c'est autour des télécommunications qu'on a été capable de créer une instance de régulation internationale, la première. C'est quand même assez incroyable. Donc ça veut dire que c'était significatif. À l'époque, c'était pour du câble sous-marin et puis des lignes téléphoniques, mais donc c'était quand même ça, c'est pas téléphonique, je n'avais pas de téléphone à l'époque, mais de transmission comment dire, télégraphique. Donc c'était quand même très intéressant. Eh bien, là maintenant, cet organisme-là, il faut bien voir, il y a deux problèmes. Il y a un problème, c'est qu'il est supposé être international, ça veut dire qu'il coordonne des entités nationales et qu'il coordonne des pouvoirs et des souverainetés nationales. Or, on voit bien que tout cela est déstabilisé complètement par la toute puissance de certaines firmes, certaines grandes plateformes notamment, et que techniquement, le réseau, dans sa partie Internet, qui n'est pas la partie télécom en tant que telle, mais la partie Internet, effectivement, elle est totalement hors du coup en termes de normalisation, l'ITU, hein, donc elle ne s'en occupe plus. Et donc, ce sont effectivement des associations de droit californien qui s'occupent de gérer ça. Bon, c'est n'importe quoi. Franchement, on sait bien que c'est un cadre juridique qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas organiser, même sur le plan technique, un débat correctement. Et donc, pour ça, la Commission européenne est souvent furieuse, justement, de voir que ça se décide dans ces assemblées-là sans qu'il y ait réellement prise en compte des propositions ou des intérêts des nations, y compris quand elles sont coordonnées dans un ensemble comme l'Union européenne. Mais ça, c'est une chose. Et à mon avis, c'est le point le plus problématique dans cette affaire-là. Et de toute façon, il faudrait qu'on soit capable d'organiser un débat qui ne soit pas seulement sur la technique. Or, l'ITU, ils ont pris l'habitude de ne discuter que de la technique. Bon, la normalisation se fait que là-dessus, la standardisation se fait que là-dessus. Donc, il va falloir inventer au niveau international, là, il y a un énorme travail à faire, des instances qui permettraient de faire ça. Il y a par exemple eu des tentatives sur Internet de sommet mondial de la société de l'information. Ça a été un échec catastrophique. Donc, pas catastrophique, mais enfin un échec. Donc, à partir de ce moment-là, là, on voit que c'est compliqué. Mais il faudrait justement trouver les moyens, et sans doute au départ, et dans les échéances qui sont les nôtres, pas au niveau mondial, et de dire, comme le fait l'Union européenne maintenant, enfin en l'occurrence la Commission européenne, sur les opérateurs, pas sur les opérateurs, sur les plateformes du numérique, qui consiste à dire, si vous voulez opérer chez nous, il va falloir, tac, 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 respecter tel élément du cahier des charges, comme on a fait pour le RGPD. Et de fait, tout le monde s'y met. Ben oui, voilà. Donc, si on le fait comme cela, eh bien, pourquoi ne le faisons-nous pas de la même façon pour d'autres éléments de la 5G qui diraient en Europe, vous devez respecter ceci, cela, soit en termes environnementaux, soit en termes de type d'usage ou de régulation de tout cela, soit en type de politique des objets connectés, parce qu'on aura délibéré collectivement, et les instances où il y a plus de puissance, et y compris de tradition démocratique, c'est quand même celle de l'Union européenne. Donc il faut que la Commission prenne ça aussi à bras-le-corps et puisse instituer un espace pour cela. Parce que vous avez complètement raison de dire que ça devrait se faire au niveau international, au niveau mondial, j'allais dire, mais vous voyez un petit peu le problème, le temps qu'il va falloir. La Commission elle-même s'est saisie d'un certain nombre de dossiers qui sont soit économiques, soit juridiques, mais souvent techniques en même temps. Eh bien, elle
comme c'est le cas pour le RGPD, eh bien, il faut le faire là-dessus et dire non, non, vous n'allez pas développer un réseau Internet des objets comme ça, tous azimuts, et allons-y. Mais on va dire, ah, vous ralentissez la croissance, vous allez mettre en péril le business. OK, ça, on a déjà entendu ça pour le RGPD, hein. On nous a fait le même coup. Et ben, résultat, pas du tout. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un outil qui permet de rétablir de la confiance, de produire ce qu'on appelle en économie des conventions. Des conventions qui sont durables, qui permettent de dire, maintenant, on sait sur quel pied danser, on peut anticiper dans la longue durée, et donc c'est favorable à la croissance ou à l'innovation. Ce qui n'est pas le cas du Far West qui existait auparavant en termes d'exploitation des données, hein. Donc, clairement, il n'y avait que les gros qui tiraient leur marron du feu. Donc, là, précisément, on rétablit un cadre conventionnel, et c'est grâce à cela qu'on joue le coup d'après du point de vue du business. C'est très important d'avoir ça en tête. La capacité européenne à inventer un autre modèle qui soit ni chinois, ni californien, ou ni américain, c'est quand même quelque chose de très important. Et ça sera ancré sur des valeurs et sur des principes juridiques, parce que le droit, ça compte. En Chine, ça ne compte pas. En Californie, ça ne compte pas non plus. C'est-à-dire, c'est le principe du rough consensus et le running code. Donc, la communauté s'arrange et puis décide de tout cela. Nous avons une autre culture. La culture du droit, c'est ce qui a fondé ces sociétés contemporaines et qui est, pour le moment, ce qu'on a trouvé de mieux pour réguler nos comportements et réguler des diversités aussi complexes que ce continent où il y a tant de langues et tant d'histoires, etc., et de conflits anciens, etc. On s'est pas mal débrouillé avec ça. Donc, je pense qu'on a une forme d'expertise dans ce domaine-là. Donc, continuons dans cette voie-là et obligeons les firmes à respecter ces conditions juridiques. Je pense que là, c'est une vraie philosophie. C'est pas faisons comme les autres, quoi, comme on fait tout le temps, quoi. Ah, bah, on va faire comme les autres. On va faire du Huawei ou on va faire du Google dans d'autres domaines. Dominique Boulier, merci. Voilà une excellente conclusion pour clôturer donc, cette conférence d'ouverture de la journée d'études qui aura lieu donc demain autour du sujet donc de la 5G. Je tenais vraiment à vous remercier pour votre éclairage qui a permis d'ouvrir le débat, et c'est très bien peut-être d'avoir commencé en disant que vous alliez parler de la 6G, ou enfin en tout cas que vous n'alliez peut-être pas parler spécifiquement de la 5G, car justement ça nous a évité d'être un petit peu, je dirais, myope par rapport aux problèmes qui sont beaucoup plus larges. C'est vrai que voilà, toutes ces technologies, l'ensemble de ces réseaux, ce sont déjà des techniques, des technologies, des architectures qui datent, mais qui ne sont pas monolithiques, elles sont dynamiques, elles sont en complète évolution. Quelque part, peut-être d'une certaine manière, on peut constater que maintenant qu'elles ont divergé par rapport aux tenants et aux aboutissants qui étaient ceux d'origine, mais également peut-être par rapport aux valeurs ou aux attentes des citoyens. Et quelque part, il y a lieu certainement, comme vous l'avez noté, donc de réconcilier la chaîne de valeurs, mais également la chaîne des valeurs, c'est-à-dire la chaîne de valeurs économiques qui s'est complètement transformée et qui peut-être n'est plus disons, un mécanisme vertueux, et peut-être que certains acteurs d'État ont poussé plus leurs perspectives personnelles et leur vision et leur philosophie. Également, il est temps donc de réconcilier ces techniques et technologies avec nos valeurs. Mais, comme vous le notez, rien n'est perdu. À partir du moment où nous avons une expertise ici en Europe, où il y a des possibilités donc, de pouvoir mettre en place des forums techniques, citoyens, politiques qui pourraient reprendre la main, et il y a certainement des opportunités qui sont ouvertes avec la 6G, donc, qui effectivement est en démarrage, en cours de discussion, donc une technologie pour laquelle finalement il y a tout à faire. Et également, je note que parallèlement à ça, donc, il y a une initiative qui s'appelle Internet 2030, dont l'objectif est de faire une refonte de l'Internet, vu qu'on sait qu'à peu près, je dirais, 80% de ce qu'on fait actuellement sur Internet n'est absolument pas du tout ce pourquoi l'Internet a été construit. Donc on sent qu'il faut changer la machine, je dirais, mais c'est peut-être le bon moment de se poser des questions sur la manière de la reconstruire en y poussant, en y imprégnant des valeurs positives et en y intégrant certainement des perspectives sociétales, écologiques, au-delà simplement de la technique et de la politique. Je rappelle également donc, que vous nous ferez le plaisir d'être présents demain après-midi à 14 h pour une intervention donc, sur les aspects sociologiques.
donc qui concernera les effets sociaux de la 5G, c'est-à-dire comment les objets connectés et les technologies en milieu urbain pourraient changer nos vies et comment se prennent en fait ces décisions qui finalement vont très fort changer nos comportements et la société. Et je donne rendez-vous à nos participants donc demain dès 9 heures. On va commencer donc cette journée avec des angles, des perspectives à la fois techniques, à la fois sanitaires, à la fois écologiques et sociétales. Merci à tous d'avoir participé donc à cette rencontre, à ce débat, à cette conférence d'ouverture, et un grand merci encore à Dominique Boulier de nous avoir fait partager ses réflexions. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Et merci pour les questions. Merci. Excellente soirée à tous.